C'est un plaisir, madame, monsieur, de vous savoir présent sur les antennes Equinox Télévision ce lundi. Bienvenue à tous, bienvenue à vous. Installez-vous confortablement pour une nouvelle rencontre avec 10-12, le Zénith qui déclenche et commence, et bien, on va dire démarre à l'instant, avec la grande famille. Ensemble encore ce matin, nous tenterons de mieux comprendre les sujets qui gravitent autour du Cameroun et certainement mieux les analyser, mieux les décrypter, mieux les commenter, parce que vous êtes des millions chaque jour, dont l'émission est devenue pour beaucoup d'entre vous un rendez-vous. Comment comprendre justement ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale alors que les parlementaires se sont retrouvés pendant un mois pour cette 10e législature? Le ministre de la Santé n'a aucunement été convié au débat alors qu'il est en ligne de front, en première ligne de front concernant le coronavirus. Un souci d'ailleurs qui a été relevé et surtout très bien vu par le député SDF Jean-Michel Ninche, qui a trouvé très vite justement de s'en plaindre et de dégager ceci, ce qui d'ailleurs a fait la une de quelques tabloïds et ça commente énormément. Où est passé exactement Mamadou, le ministre de la Santé publique du Cameroun? Pourquoi les parlementaires n'ont pas pris sur eux de tenter de l'écouter? Qu'est-ce qui s'est passé autour de la Chambre justement des présidents pour pouvoir récupérer et accepter et valider également des propositions de loi en ce sens-là? On en parlera ce matin, madame, messieurs. Dire également que ça bouge énormément dans le sérail. Le Cameroun est en mouvement à tous les niveaux possibles. Aujourd'hui, on parle d'un gré à gré, effectivement, mais surtout, il semblerait qu'aujourd'hui, des choses semblent avoir des solutions. C'est-à-dire, la crise en région anglophone commence effectivement à trouver quelques solutions, mais on tentera également pendant cette émission de savoir quels sont les leviers qui ont été posés en ce moment par tous les belligérants pour une sortie réelle de la crise anglophone au Cameroun. La grande famille est au complet. Charles Hamel, Bonbon Bengan, Karine Sontia, Dominique Audrey Oyengelek, ensemble unis pour la même mission. Nous sommes là comme tous les jours pour vous servir. Charles Hamel Mbachou, bonjour. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Que s'est-il passé à l'ENAM? Telle est la question qu'on est désormais appelé à se poser. Autrement, n'y a-t-il qu'un seul penseur dans ce pays? Telle est la question encore que se sont posés les candidats au concours d'entrée à l'École nationale des ânes et des médiocres, dixit Dr Alaka, où un extrait du discours de Paul Biya sur la pandémie a été proposé aux candidats de l'ENAM. Pourquoi en arrive-t-on là, après le secondaire, où on a retrouvé le choix du peuple, après l'ensemble des citations qu'on a retrouvées dans les livres de classe de terminale? On est appelé à se demander, n'y a-t-il qu'un seul penseur dans ce pays? N'y a-t-il qu'un seul penseur dans ce pays? Charles Hamel, la question est posée ce matin et vous revenez sur la question de la pensée unique. Effectivement, ce problème qui a été révélé pendant cette semaine écoulée au niveau de l'école de l'ENAM, si on va le dire comme ça pour mieux se comprendre. Mais surtout, vous parlez encore de pensée unique alors qu'il y a un candidat de l'opposition, si vous voulez, un opposant camerounais, celui du PCRN, qui hier encore était attendu sur un plateau de télévision sur la chaîne nationale. Et à quelques heures de l'émission, il a été informé de ce qu'il n'était plus validé. Il ne devrait plus prendre attache. Il ne devait plus faire partie du panel. Allons un peu plus loin. Rappelez-vous de ce garçon, de cet enseignant Félix Ningue, qui avait proposé un sujet tiré de l'urgence de la pensée du professeur Maurice Kamto et qui avait aussitôt été rabroué considérablement et si, on va vous dire même pratiquement suspendu. N'eût été, on va dire, le tollé général que cela avait provoqué sur les réseaux sociaux. Pourquoi ne doit-on proposer que les pensées d'une seule personne alors qu'il y a d'autres personnes qui veulent avancer? Premier point. Deuxième point, nous avons eu les pensées. Nous avons eu Akbor Mbala qui a essayé au niveau de l'université de Boya de proposer un ensemble de sujets. Alors, on s'interroge donc là à ce moment, est-ce qu'il n'y a qu'un seul penseur au Cameroun qui donne l'orientation et qui diligente les pensées qui devraient diriger les pensées de tous les Camerounais? Surtout que lorsqu'on a une pensée unique, si jamais on a la pensée unique et que les propositions qui sont faites dans ce sens de la pensée, qu'il y ait des résultats intéressants, le Cameroun, 38 ans aujourd'hui, on peut bien comprendre quels sont les résultats de cette pensée unique. Bon, Bengan Kandji, bonjour.
Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Les milliardaires ou les milliards sont en train de détruire la mangrove de Youpe. L'écosystème et marin et végétal est en train d'être détruit. Après, on va construire des stations-service, des ports secs, ici, le port autonome de Douala n'arrive pas à préserver la mangrove. Ça va créer des dégâts dans l'avenir. On laisse les populations investir, détruire cet écosystème-là. Au lieu de transformer en écotourisme, on les détruit parce qu'on veut vendre aux milliardaires, parce qu'on est à la recherche de l'argent. Voilà comment on va se retrouver dans une ville comme ça. C'est bien dommage. C'est bien dommage pour la destruction de l'environnement, mais l'appel également, c'est de dire aux Camerounais, comment expliquer qu'en ce moment, au niveau du Mali, le Mali soit en alerte, le Mali qui fait des réclamations, toutes les villes maliennes pratiquement aujourd'hui sont rentrées dans une revendication se demandant est-ce que le Mali appartient aux Maliens ou aux étrangers. Peut-être le Cameroun aussi sera question, il sera temps que les Camerounais se demandent est-ce que nous sommes au Cameroun ou on sera hors du Cameroun. En tout cas, on va le construire ensemble. Karine Sontia, bonjour. Bonjour Michel Ngachou, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, on va s'intéresser aussi à la Côte d'Ivoire. On va parler du décès de Amadou Gon Coulibaly, qui était comme le candidat principal de son parti pour la présidentielle de cette année. Sauf que son décès aujourd'hui pourrait remettre encore Alassane Dramane Ouattara sur la sellette. Est-ce qu'il revient au pouvoir, oui ou non? Est-ce que c'est un jeu bien pensé, bien monté, bien orchestré? Et on en parlera tout à l'heure avec Karine Sontia. Alors on dit bonjour à Dominique Audrey-Yengelek. Bonjour Dominique. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, comme M. Mathieu Charles Armel, je dirais un bonjour particulier au Premier ministre, M. John Gouté, qui, dans une interview accordée à la télévision nationale, a avoué avoir été outré et choqué de voir comment les Camerounais se comportent. Pourtant, la pandémie du Covid-19 continue de faire des ravages. Monsieur le ministre, vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Après les mesures d'assouplissement annoncées au mois d'avril, vous avez, comme qui dirait, fait savoir aux Camerounais qu'on a vaincu ce coronavirus avec l'ouverture des bars, les écoles et les transports. Figurez-vous qu'on recommence à bâcher et à avoir 4 personnes dans des taxis au Cameroun. Et malheureusement, on a l'impression que le ministère de la Santé a attrapé une sorte de grippe qui fait que la communication qu'on nous présentait des semaines ultérieures a considérablement chuté et on ne parle plus du coronavirus. Pourtant, ce coronavirus continue de tuer des gens, notamment le médecin-chef de l'hôpital de la Cité Verte, Madame Akamba, qui est décédée ce week-end de suite. Docteur Akamba, de coronavirus. Donc, arrêtez d'être choqués, prenons les choses en main, sinon on continuera de mourir. En tout cas, nous le disions à l'entame de l'émission que jusqu'à présent, le ministre de la Santé n'a aucunement été convié lors de la 10e législature au Parlement et peut-être, puisque tout est centré au niveau du ministère, au Premier ministère et même du côté de la présidence de la République, peut-être on aura une suite favorable dans les jours à venir. Dominique Audrey également cette semaine, nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce lundi avec l'histoire du jour effectivement. Mais nous rappelons aux téléspectateurs qui pourront, comme à l'accoutumée, nous retrouver sur les plateformes 10-12, le Zénith sur Facebook ou directement sur la page Equinox TV, toujours sur Facebook, ou encore réagir au numéro qui s'affichera tout à l'heure au bas de l'écran. L'histoire du jour, Dominique. L'histoire du jour est celle d'un jeune Camerounais âgé de 22 ans qui s'adresse particulièrement aux traditionalistes sur notre plateau. Il dit « Je viens d'une famille polygamique avec à la solde 11 enfants dont l'âge vacille entre 29 et 11 ans pour le dernier. Je suis l'enfant de la première femme et nous avons toujours vécu dans la même maison. Mon père a toujours respecté les traditions, sauf que du jour au lendemain, tout a basculé. Il a embrassé l'église et dès lors, il nous a contraints à nous rendre tous les jours dans des prières. Depuis que notre père a tourné le dos à la tradition, entre guillemets, notre vie a commencé à stagner. Nous n'avons pas d'emploi pour mes frères et moi qui sommes les intellectuels de la famille. Ma sœur a un master en biochimie, moi j'ai un baccalauréat en topographie et j'ai mon frère aîné qui a eu un baccalauréat avec une mention 17. Il avait l'âge de 17 ans au Cameroun. Jusqu'aujourd'hui,
personne n'a pu avoir de travail. Mes petites sœurs sortent nuitamment et j'aimerais savoir s'il y a une main spirituelle qui agit dans notre famille. Mon père est lancé à corps perdu dans des prières, dans des neuvaines et autres. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve à faire des métiers dérisoires qui n'honorent pas notre famille que les gens respectaient autrefois, à l'époque où notre père était directeur technique dans une grande société camerounaise. Donc, il dit également que ses sœurs, son père a refusé de donner aucune de ses filles en mariage, sauf et seulement si le prétendant avait des projets d'aller à l'étranger, auquel cas il était contre un potentiel mariage. Que faire pour nous qui sommes ses enfants pour sortir notre famille de cette situation? Très bien. Merci beaucoup Dominique Audrey Oyengalek ce matin pour l'histoire que vous venez bien sûr de nous restituer et restituer à l'endroit de nos téléspectateurs qui sont des millions ce matin, qui pour ceux qui trouveront l'intérêt à réagir, ils ont les plateformes 10-12, le Zénith comme je l'ai très bien dit, et la plateforme Equinox TV où on vous attend. Alors un père qui pratiquement a tout perdu, a tout abandonné, s'est investi dans l'église, oublie ses enfants aujourd'hui, n'en prend presque plus soin. Et les enfants qui sont aux abois, ils se demandent s'il y a une main spirituelle qui les empêcherait d'évoluer. Bon, Bengan, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ce père peut se retrouver et ses enfants peuvent avoir une solution à la question posée ce matin? Y a-t-il une main spirituelle derrière qui les empêche d'évoluer? Oui, à première vue, oui. On peut penser qu'il y aurait une main spirituelle derrière cette analyse-là. Sauf que l'enfant, on le dit, son père, ça veut dire que l'enfant s'est imprégné des idées traditionnelles de son père. Ça veut dire qu'il a pris au point où il peut oser critiquer les choix de son père. En ce moment-là, disant, papa nous amène à la perdition. Et j'allais dire, à première vue, oui, on peut le dire. Même si, je vais dire, on peut mettre un bémol en disant, mais cet enfant, je ne souhaite pas qu'il ait parlé en public parce que ce serait un peu délicat. Juger son parent. Voilà, en public, c'est ça. Mais pour le reste, il a raison. Donc, je vais dire ceci, qu'on dit chez nous que les épaules ne dépassent pas la tête. Ça veut dire que papa fait un mauvais choix et il reste courtois, humble, mais en cherchant les solutions pour la sortie de crise. C'est comme ça que j'ai vu le problème. Et sur ce point-là, je lui donne entièrement raison. Entièrement raison, au moins sur deux plans, il y en a beaucoup. Le premier, c'est quoi? C'est que papa est polygame. Ça veut dire que papa s'engage, est converti maintenant à la religion, au christianisme. Bon, il va diviser sa famille. Ça veut dire que voilà un homme qui a vécu avec les us et coutumes de sa contrée, mais qui, j'allais dire, aux dernières heures, il va diviser, il va porter la dislocation de la famille qu'il a passé le temps à construire. C'est mauvais. Deuxièmement, sur le plan des emplois, je vais dire, de l'environnement socio-économique, effectivement, là aussi, quand papa décide de fouler aux pieds les bénédictions qu'il a eues de ses parents et de ses grands-parents, la conséquence c'est ça, que les enfants, votre progéniture sera en divagation. Mais voilà donc un père qui justement, au lieu de rester dans le spectre du salut collectif de la famille, lui, il s'engage dans le salut individuel. Ça veut dire qu'en fait, il sera obligé, ou alors il a été obligé, de choisir une seule épouse avec qui ils se sont convertis au christianisme. Et les autres alors, ça veut dire qu'il les abandonne. Voilà, et c'est ça le premier, l'un des facteurs. L'un des problèmes. Oui, des facteurs que l'Église judéo-chrétienne a apporté chez nous. La dislocation de famille. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne jugent que les conséquences de cette dislocation-là, en disant la polygamie n'est pas bien vraiment. On a vécu les mariages polygamiques justement sans savoir que la cause, l'origine, c'est justement le christianisme qui est venu entrer dans nos mœurs. Mais cet homme est convaincu justement par sa croyance aujourd'hui. Il n'est pas convaincu. Il a sûrement une jeune femme qui a été
amadoué, ou je ne sais pas moi, prospéré par un pasteur, et il accompagne dans les bêtises. Permettez l'expression, les bêtises, parce que nous connaissons ce genre de problème. Et sa femme l'amène à se convertir, et ainsi de suite, et en abandonnant, en se disant, bon, voilà, c'est moi la préférée, et de tout, et j'amène mon mari à l'église, on sera sauvé, vous serez. Et les voilà, ça les attrape. Et heureusement, et parce que là aussi, il arrive pour les ancêtres d'être, j'allais dire, très diligents dans certaines affaires. Ils disent à leur fils, avant de mourir, tu vas voir. Donc cet homme va subir le courroux de ses ancêtres. Il disloque la famille parce que les premiers mariages, ou alors les mariages qu'il a eus, ont eu la bénédiction de ses ancêtres. Lui, il vient les disloquer maintenant. Et quelquefois, les ancêtres vous disent, avant de mourir, vous allez vivre ça. Vous allez vivre. Et il va le vivre. C'est ce que j'ai mis un bémol au départ, c'est pour que les enfants ne puissent pas subir, c'est-à-dire que l'environnement socio-économique les fait déjà subir, mais qu'ils ne puissent pas subir, parce que ça peut aller jusqu'à 4 générations. Si les enfants, eux, s'entêtent à suivre leur papa qui est dans la perdition. Donc, est-ce que vous nous dites ce matin, est-ce que vous tentez de nous faire savoir que lorsqu'on est vraiment, on va dire raison gardée, propos bien mesurés, lorsqu'on est dans une religion judéo-chrétienne aujourd'hui, on est égaré? Oui, ce n'est pas aujourd'hui. Et même les judéo-chrétiens savent qu'ils sont égarés. Ce n'est pas parce qu'ils vous disent que Jésus est le seul. Ils savent que c'est faux. Ils savent, les adeptes de ces églises savent que c'est faux. Ils sont là-bas parce que c'est une association, et permettez l'expression, de malfaiteurs. Ils se sont organisés pour cela, ils savent. Et les enfants qui ont été initiés à la tradition savent que c'est faux. Mais je leur dis, et ce garçon semble avoir un bon comportement, il ne s'attaque pas de manière frontale à son père. Il s'intéresse à la famille en leur disant, mais papa est en train de... Il faut donc en sortir. Lui, son papa, peut-être aujourd'hui, si jamais il y a un souci qui peut être lié, comment dire, un problème spirituel, lui, s'il se retourne vers ses traditions, sa propre tradition à lui, peut-être c'est une opportunité. Mais il faudrait que papa tienne quand même sa main et l'accompagne. Le problème à ce niveau, c'est là que j'ai dit un bémol. Comme si ces garçons, ces enfants continuent avec ce type de comportement, c'est bien. C'est-à-dire qu'ils n'attaquent pas papa de manière frontale parce que c'est papa qui est le trait d'union. Oui. Ils restent avec leur maman qui, elles, n'ont pas suivi leur papa d'abord, puisqu'on n'admet pas la polygamie à l'église. Ces mamans seront donc rattachées à d'autres, à certains leurs maris, parce que les frères de votre mari, ce sont vos maris. Ce n'est pas parce que vous allez au lit. C'est-à-dire qu'elles doivent donc encadrer les enfants et les orienter vers les frères de leur mari en leur disant, voici vos enfants, ils auront besoin d'un père. Et à ce moment-là, le trait d'union va quitter. Donc le père biologique sera mis de côté. Ce sont les autres papas qui vont donc les orienter. Et là, je vais dire, le cursus normal va continuer et ils vont trouver du travail. Même si la question ce matin a été, comment on dit ça, renvoyée à l'endroit des traditionnalistes que vous êtes sur ce plateau Mbombenga. Karine Santier, justement, votre avis aujourd'hui, resserrer les familles, redonner justement la confiance, la faire renaître en fait, mais surtout aider papa à revenir aux réalités pour donner l'espoir à ses enfants d'aller de l'avant. Comment en arriver? Comment en revenir à nouveau? Quand l'être humain arrive au 3e âge, il fait le condensé, je ne sais pas si on appelle ça comme ça, le rapport de sa vie. Ce qu'il a fait jusqu'ici, jusqu'à cet âge-là. Et je pense que le papa de ce jeune homme a fait ce rapport-là et il a trouvé que ce rapport est négatif dans tous les sens. Je le dis pourquoi? Parce qu'il nous raconte bien que le papa était traditionnaliste à la base. Et que du jour au lendemain, il a arrêté de suivre la tradition et il avait un très grand poste qu'il a quitté et tout. Une chose peut expliquer cela. Le fait que ce papa aurait pu arriver à ce niveau en se voilant la face sur un traditionnalisme qui n'était pas le cas. Il y a des gens qui sont capables d'invoquer les esprits pour faire du mal et vous faire visiblement croire que, en fait, c'est ça qu'il faut faire.
C'est-à-dire qu'il y va demander des biens, demander un certain privilège, mais ce qu'il donne en retour est vraiment cruel. Ce qui fait qu'à un moment donné, quand il se rend compte qu'autour de lui, ça a apporté peut-être de l'argent, mais il n'y a pas de bonheur, il abandonne tout et il rue vers l'église. Sauf que lorsque vous écoutez ce qu'il donne comme argument, lorsque les hommes s'approchent de ses filles, c'est si vous voulez épouser ma fille, vous devez l'amener à l'étranger. Il ne dit pas que vous devez l'épouser à l'église. Il dit que vous l'amenez à l'étranger. Qu'est-ce qu'il fuit? Qu'est-ce qu'il fuit? Parce que c'est ça qui m'interpelle. Lorsque vous êtes en face de quelqu'un qui a un passé sombre, il faut interpréter son comportement. Il y en a qui, pendant bien des années, ont offert des sacrifices à des dieux, je ne sais où, et qui, au moment où il faut rendre des comptes, vont se cacher dans la maison de Dieu. Vous croyez que ça peut être justement... Justement, c'est une hypothèse, il va se cacher dans la maison de Dieu pour demander la délivrance, pour se repentir et pour demander à ce que Dieu lui pardonne. Sauf que ça n'empêche pas à ce que sa conscience à lui rappelle à chaque fois ce qu'il a fait. Du coup, il essaye de mettre ses enfants à l'abri de tous les retours que cela pourrait engendrer. Du coup, il dit, si tu veux épouser ma fille, vraiment, vous devez aller vivre à l'étranger et tout. Et c'est une condition qui m'a l'air un peu absurde. Parce que je peux vous assurer que, peu importe où vous vous trouvez, si l'esprit veut de vous, il va vous avoir. Très bien. Donc, je pense qu'il ne devrait pas, s'il veut vraiment se repentir, y aller tout seul. Est-ce que c'est pas mieux de s'asseoir et dire la vérité à ses enfants? S'ouvrir si jamais cette hypothèse est... Je le dis bien, tout dépendra de ce papa. Vraiment, tout dépendra. S'il a eu le courage d'aller à l'église, ça veut dire que s'il se reproche de quelque chose, il en a parlé par exemple à son pasteur ou à son prêtre, je ne sais pas. Mais bon, il y a des vérités qui ne sont pas facilement bonnes à dire. Parce que si vous venez dire à vos enfants que vraiment, vous aurez pu avoir même 20 autres frères, mais c'est moi qui les mangeais dans les ventres de votre maman et tout, vous pensez que ces enfants-là vont penser quoi de leur père? Pour l'instant, ils s'interrogent encore du fait que le papa quitte de traditionnaliste à chrétien. Mais il ne faudrait pas qu'il arrive à se poser la question de savoir pourquoi est-ce que papa nous dit aujourd'hui qu'il a mangé nos frères. Ça veut dire que c'est un sorcier, c'est un vampire. Donc, il ne faut pas arriver à ça peut-être. Dominique Audrey, est-ce qu'on n'a pas peur aujourd'hui qu'il y ait des pasteurs? Je dis qu'on n'ait pas l'impression qu'il y a une guerre contre les pasteurs. Ne peut-on pas dire aujourd'hui qu'il y a peut-être peut-être son pasteur, son nouveau pasteur, qui l'aura enrôlé, se rendant compte que il est bien placé, il a une bonne situation, on l'enrôle pour qu'il soit un bon contributeur au sein de la chapelle, et par la suite, il y a un lavage des cerveaux qui fait en sorte qu'il fuit sa famille et que l'on soit disloqué comme c'est le cas aujourd'hui. Est-ce que c'est une hypothèse qui peut sembler être probante? Tu peux tenir? Non. Non, parce que le pasteur ne vient pas le chercher chez lui. C'est lui qui va vers Dieu. C'est lui qui va rechercher Dieu. Il a perdu son travail, donc on ne peut pas le voir comme une source de revenus au sein de l'Église. Moi, je vois en ça, je suis d'accord avec Karine lorsqu'elle dit que ce papa n'a rien trouvé de bon dans ce respect ou bien dans ces coutumes, ces traditions-là. Ça n'a simplement pas marché. Maintenant, moi, je ne vais pas trop m'attarder sur les décisions du père parce que je crois qu'il a suffisamment mûri ces décisions-là et c'est la raison pour laquelle il a décidé d'y amener femmes et enfants. Moi, je vois en ce que ce jeune homme énonce comme problème de la paresse. Il estime que les métiers que ses frères et lui font sont dérisoires. Si votre père a tourné le dos à la tradition et que vous y croyez, pourquoi vous n'avez pas le travail en croyant à cette tradition? C'est beaucoup trop facile d'estimer que parce que votre père est allé à l'église, vous n'avez pas de travail. Je suis désolée. Combien de Camerounais qui ne respectent pas la tradition et qui ne vont pas à l'église n'ont pas de travail? Ce n'est pas le fait de l'église. Donc, le problème que j'ai avec... Même aussi à l'inverse, Dominique Audrey. Moi, je n'y crois pas. Non, je n'y crois pas. Combien de Camerounais aujourd'hui vont à l'église et n'ont pas le travail? Ils sont assez nombreux aussi. Oui, et combien n'y vont pas et n'en ont pas? C'est pour dire que ce n'est pas l'Église qui est responsable du fait que votre gouvernement ne vous donne pas du travail. Je suis désolée. Il estime qu'il a un bac en topographie et qu'il faut les fonds pour terminer les frais. Mais même si votre père donne 5 000 par semaine à l'église, c'est avec 5 000 qu'on va vous payer une formation de sensiblement 600 000? Non, je ne pense pas. Si vous n'avez pas de travail, si vos sœurs sortent nuitamment,
Ce n'est pas à l'église qu'on dit à votre père, faites sortir vos sœurs de la nuit, par le soir. Donc, arrêtez de chercher à mettre la responsabilité de vos problèmes sur les autres. Vous êtes jeune, l'aîné a 29 ans. Est-ce qu'à 29 ans, votre père doit encore être là à chercher à vous nourrir? Je parle pour l'aîné de la famille, de ces deux femmes-là, puisqu'elles n'ont visiblement pas de problème avec leurs enfants. À 29 ans, votre enfant devrait pouvoir déjà être à même de se débrouiller tout seul. Je ne sais pas ce que vous appelez métier dérisoire, mais du moment où vous sortez et vous réussissez à travailler 500 francs, qui va vous permettre de faire du riz sauté chez vous, c'est un travail. À moins que vous préfériez être en train de voler. C'est ça le travail pour vous. Donc je pense qu'il y a... Simplement, on a des gens qui sont coupables d'être paresseux, mais ne veulent pas endosser la responsabilité de cette paresse-là, tout simplement. Et au Sénégal, il y a un proverbe qui dit que la pauvreté est la mère de la paresse. Donc, tant que vous serez paresseux, vous serez pauvre. En ce qui concerne le père, aujourd'hui, il arrive à un âge où chacun prend ses décisions. Si vous voyez que ça vous dérange et que vous voulez rester lié à vos traditions et autres, dites à votre père, papa, non, on ne va plus aller à l'église parce que j'estime d'abord que lorsqu'on a un certain âge, on ne peut pas vous imposer certaines choses. Si vous ne voulez pas, vous dites à votre père, moi je ne veux pas. Maintenant, c'est pour les plus jeunes que ce sera facile de les conduire à l'église là-bas, jusqu'à ce qu'ils puissent raisonner par eux-mêmes et dire à leur père, non, nous aussi on ne veut pas. Donc vous êtes arrivé à l'âge où vous pouvez dire à votre père, nous on ne veut pas et on est libre de prendre notre envol. Votre père aujourd'hui a besoin de votre soutien et non que vous le mettiez sur un bûcher. Merci Dominique Audrey, effectivement, ce matin pour cette précision que vous nous faites sur le plateau de 10-12 le Zénith. Charles-Amel Bathiou, une histoire cocasse quand même. On est entre tradition, religion, positionnement, si on va le dire ainsi, retour aux valeurs, encadrement. Comment comprenez-vous l'histoire de ce matin? Je souhaiterais déjà qu'on fasse la part des choses entre tradition et sorcellerie. Tout à l'heure, Dominique Audrey et Karine ont dit que s'il est allé et il n'a pas trouvé, non. La tradition n'est pas la sorcellerie. La sorcellerie, c'est tout autre chose. Et il y a des prêtres et des pasteurs sorciers. Et ce jeune fait comment pour faire la différence? Permettez. Sorcier de mon point de vue. Permettez qu'il parle d'abord. Donc, monsieur Michel Bathiou, si vous avez un père qui tous les matins se lève pour arroser une plante particulière, ce n'est pas un traditionnaliste, c'est un sorcier. La tradition, c'est la parole. La tradition, c'est la parole. Et la Bible a copié la tradition. Allez étudier le mythe de la création du monde chez les Bantous, vous comprendrez que c'est la parole qui gère. C'est pas les trucs. Il y a des hommes chez qui des portes sont fermées et interdites à leurs femmes. Tu n'ouvriras pas cette porte parce que c'est la sorcellerie. La tradition, c'est un moment précis, une action précise pour un effet attendu et temps. Il faut faire très attention. Donc, cet enfant a posé mal le sujet. Quand il dit nous sommes issus d'une famille polygamique, nous avons 11 enfants, je voudrais savoir, il cherche qui accuser. C'est parce qu'il veut qu'on lui dise que c'est la 3e femme, c'est la 4e femme, c'est la 2e femme qui t'a largué, qui est en train de vous bloquer. Il va se braquer. Donc lui-même en posant a déjà une orientation bien précise. Donc il est un danger. Pour moi, cet enfant est un danger. Parce que celui qui ne sait pas se fâcher est un sot. Et celui qui ne veut pas se fâcher est un sage. On devra lui dire qu'il est allé sur le chemin de son père. Donc il connaît ce que son père faisait. Il connaît ce qui a amené la prospérité dans la famille de son père. Monsieur Michel Bathiou. Ah oui. Puisqu'il a fait le parallèle avant et après. Son père travaille plus. Non, permettez-moi. Nous avons des gens, monsieur Michel Bathiou, qui tous les lundis cassent des œufs dans les toilettes parce qu'ils nourrissent leurs serpents. Nous avons des gens qui, à la fin du mois, notamment entre le 13 et le 26, doivent donner soit le porc, soit la chèvre.
C'est chez eux, ils doivent faire ce rituel chez eux. Ça apporte prospérité. Parce que quand tu vas, on te donne ce que tu veux. Ce que tu veux planter, on te donne. Tu plantes chez toi. Ça va t'apporter la réussite. Oui. Il y a des gens qui vont acheter le bonheur, monsieur Michel Ngachou. Mais chaque bonheur a un revers. Chez les artistes, on leur demande de coucher avec les filles vierges. Chez les artistes, je vous dis, monsieur, enlevez certains ou pas, je vous dis ceux qui veulent la gloire, il y a des rituels. On vous vend le bonheur, monsieur Michel Ngachou. Il y a des gens que pour se maintenir à leur poste, ils passent par des rituels. N'appelez pas ça tradition. Très bien. Et maintenant, je me pose à ça, n'appelez pas ça tradition. Et précisément sur l'histoire du juge Charles Amembachou. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce garçon, enfin, puisse avoir la vérité, qu'il se retrouve? Là où il est, il veut déjà qu'on accuse une personne. Je ne peux pas le faire. Il cherche un coupable dans sa vie. Il est au pourquoi. Pourquoi on n'a pas de boulot? Pourquoi on fait le petit métier? Tel a le master, tel a ceci. Il n'est pas au comment, il est au pourquoi. Et si vous passez toute votre vie à dire pourquoi moi, pourquoi j'ai les problèmes, pourquoi je souffre, pourquoi je suis couché, pourquoi je fais les accidents, vous allez continuer simplement à encaisser. Le traditionnaliste Michel Ngachou, s'il reste sur ce plateau, il dit je veux Dominique Audrey, il aura. Oui. Le traditionnaliste, il reste. Les trois règles théologales, monsieur Michel Ngachou. La foi, la charité et l'espérance. Je peux me tromper, c'est les mêmes que portent les chrétiens. Oui. La foi, la charité et l'espérance. Si je dis que je veux Karine, parce qu'on va croire que peut-être je drague, vous savez, les gens savent interpréter les choses. Je dis je veux Karine, je l'aurai. Tout ce que le Bantou dit qu'il veut, il l'a. Rien ne résiste au Bantou. Il a la foi, il a la charité et c'est les règles, c'est les principes et les fondamentaux africains. Il n'y a aucune cérémonie qu'on fait sans charité. Il n'y a aucune cérémonie qu'on fait sans la foi et l'espérance. Parce qu'après, on va toujours contrôler. Donc, faites la part des choses entre le Bantou, la tradition et la sorcellerie. Merci à vous, Charles Amembachou. Madame, Monsieur, vos réactions sont attendues également ce matin. Dans un instant, Karine Sontia viendra vous lire et elle nous restituera vos différentes idées. Pour ceux et celles qui nous retrouvent à l'instant, c'est 10-12 le Zénith. Pour ceux qui nous regardent pour la première fois, bienvenue sur Equinox Télévision. Installez-vous confortablement. Dans un instant, Madame, Monsieur, la colère de ce matin, signé Charles Amembachou. Je m'interroge ce jour sur la question de la mauvaise implémentation, gestion, information au sujet des fonds de la SMID, entendez Société métropolitaine d'investissement de Douala. Action qui n'était pas le premier du genre, puisqu'en 2005 déjà, le délégué du gouvernement de l'époque, Etonde Ekoto, avait lancé la CUT Finance SA, Communauté urbaine de Douala Finance SA. Où est passé l'argent des épargnants de la SMID? Est-ce que cet argent existe encore? Est-ce que cet argent est positionné à quand le début des travaux? Rappelons-nous qu'en son temps, plusieurs infractions au droit avaient été décriées par la Commission des marchés financiers. On avait tiré sur CUT Finance SA et Tonde Ekoto était allé en prison. Le tir a-t-il donc été rectifié avec la SMID SA 13 ans plus tard? Point d'interrogation. La fin du mandat du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, Dr Fritz Ntonen, a donné, est en train de donner des sueurs froides aux actionnaires. D'ailleurs, Mbassandine ne s'est jamais prononcé sur la question. Pourquoi? Allez savoir, peut-être parce qu'on avait détaché
la communauté urbaine de l'action de la SMID, même si à sa tête, on avait le délégué du gouvernement. Quel est le rôle donc de la COSUBAF, Commission de surveillance des marchés financiers en Afrique centrale? Peut-on dire à ce jour que la SMID a rempli son cahier de charges qui consistait à construire des centres immobiliers et des marchés? Où est passée à ce jour la construction de la gare routière multimodale de Bonabéry, le parc des expositions de Douala, la forêt urbaine située dans la vallée de Besseke, la rénovation du marché New Dedo avec la construction de 1800 boutiques pour un montant global de 6 milliards de francs CFA. La construction du marché moderne de Bonamoussadi sur 1400 hectares à hauteur de 8 milliards. La construction d'un immeuble R+11 de bureaux de standing sur le site de l'hôtel de ville. Mieux encore, la construction du Centre international des conférences de Douala qui coûtera 15 milliards. Le déploiement d'un système de transport public moderne, la rénovation des marchés de Brazzaville, PK14, 15 et Yassa. L'aménagement de Ndokoti et Yassa en centre secondaire urbain de 80-58 milliards de nos francs. Voilà ce que Tonné avait promis avec la SMID. Douala semble-t-il a bougé? Point d'interrogation. Savez-vous qu'au soir de la clôture des souscriptions, la SMID avait 541 719 actions souscrites. Parmi les souscripteurs, on pouvait compter Afriland First Bank avec 227 souscriptions. La Commercial Bank of Cameroon avec 67 souscriptions, ce qui représentait un montant total de 5,414 milliards de francs CFA. Pardon, dites-moi, nous en sommes où à ce jour? N'est-ce pas le bis repetita de Tondekoto vit sous un angle purement camerounais, puisqu'on ne communique plus? Peut-être pas. Comment comprendre qu'à ce jour, les spécialistes et enseignements de capital budgeting s'accordent à dire que ce projet monté par l'équipe de la communauté urbaine de Douala était en fait une grosse arnaque de la communauté urbaine de Douala vers les pauvres commerçants et épargnants de la ville de Douala? Ce n'est pas Charles Hamel qui le dit, c'est les experts. Savez-vous que dans la finance, dans le financement des infrastructures, on recourt d'abord au long terme, prêt à long terme. Ensuite, on peut recourir à l'equity, généralement de 10 à 20%, donc apport des actionnaires ou equity égale 20%, et le reste en prêt à long terme de 80%. Comment comprendre qu'au lieu de respecter les standards conventionnels, la communauté urbaine a choisi un montage juridique et financier qui consacrait le financement en equity à 100%. Devrait-on comprendre que l'objectif visé était de croquer, manger et digérer en évitant un procès au pénal, sans toutefois engager le patrimoine de la communauté urbaine de Douala comme garantie de remboursement des épargnants en cas de faillite du projet ou de non-exécution? Point d'interrogation. Savez-vous que dans le cas d'espèces, puisque tout semble tourner au ralenti, lorsqu'un projet est financé par les actionnaires à 100%, s'il fait faillite, ceux-ci vont attendre le liquidateur qui leur reversera les résidus de la liquidation, à eux de poursuivre ensuite les gestionnaires en justice, ce qui est impossible au Cameroun, parce qu'on connaît. Peut-on, sans aucun risque de se tromper, affirmer, au vu de la gestion de cette affaire, qu'il y a eu dol aux manœuvres dolosives de la communauté urbaine de Douala et la banque qui a monté cette opération du fait que les deux ont caché les intentions? Point d'interrogation. Qui était peut-être celle de se couvrir de ses responsabilités pénales en cas de faillite du projet. Comment comprendre tous ces vices de conception avec un exemple patent? Savez-vous que la structure de gestion réservée à la communauté urbaine de Douala et sur laquelle les épargnants n'avaient aucun pouvoir
s'est retrouvée à s'interroger elle-même à un moment donné avec de multiples recrutements. On congédiait, on recrutait, on cherchait à repenser, poussant les gens à croire au fond qu'on est en train d'avancer. Où est l'argent des épargnants? Quelle était la garantie béton? D'où venait l'argent que les investisseurs camerounais ont injecté dans ce projet? La SMIC a présenté chez les commerçants le projet de construction des marchés au centre de distribution. C'est pour ça qu'ils ont acheté les titres de la SMIC. Où sont ces marchés? Montrez-moi les marchés en construction. On se tourne et on regarde. Ou peut-être, silence, on joue. Charles Amel Battu ce matin autour de la question de la SMID. Vous l'avez entendu et peut-être pour mieux préciser, c'est la Société métropolitaine d'investissement de Douala. Et pour ceux qui n'en savent pas grand-chose, souvenez-vous, cette structure avait été mise en place pour surtout repenser la modernisation de la ville de Douala avec la contribution du privé. Et ce privé devrait, d'une manière ou d'une autre, y mettre de l'argent et que l'on attend des retours sur investissement ou sur épargne. On va le dire ainsi. Belle jolie de papillon ce matin. Peut-être c'est ce qui vous a inspiré, la coulette ce matin, Charles Amel Battu. Vous savez que quand il faut parler banques, il faut être comme les Ouais, banquiers. parce que vous êtes comme un banquier ce matin. C'est très intéressant. Vraiment. Merci beaucoup. Et là, bon, Bengan, nous nous retournons rapidement vers vous. Est-ce qu'on peut comprendre aujourd'hui que, dans les questions qui ont été élaborées par Charles Amel Battu sur ce plateau, qu'il y aurait eu un acte justement de ce privé qui a mis beaucoup d'argent? On parlait bien sûr de 14 000 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, on n'en sait pas grande chose. On ne dit rien à personne concernant la SMID. Est-ce qu'on peut comprendre vraiment que la gestion des structures d'investissement au Cameroun est un réel serpent de mer, comme la SMID d'ailleurs? Oui, serpent de mer, mais nous avons des gens, ils sont encore vivants. Ils peuvent nous donner des clarifications. Moi, j'interpelle Célestin Diamène. Là-dessus, Oui. qu'est-ce que vous voulez qu'il vous dise? Célestin Diamène était membre de cette commission. Il était d'ailleurs... Mais Albenzon, Non, je parle de celui qui était élu. D'accord. Il était élu avec un tournée dernièrement. Donc, il était élu en tant que conseiller municipal du Social Democratic Front à l'époque, bien qu'il ait terminé comme militant du MRC. C'est lui qui doit nous dire ce qui se passe justement, ou alors ce qui s'est passé jusqu'au moment où il quittait. Mais le problème d'investissement au Cameroun, comme vous dites, c'est un serpent de mer, véritable serpent de mer. Parce qu'on peut remonter jusqu'au fonds de garantie pour les petites et moyennes entreprises qu'on avait appelé FOGAP à l'époque. Donc, qu'est-ce qui se passe exactement? C'est que lorsque vous remplacez quelqu'un, vous devez faire comme si vous commencez dans un désert, comme s'il n'y avait rien avant vous. Vous mettez en place et votre personnel et vos idées propres. Lorsque vous commencez, vous dites lorsque vous commencez un emploi? C'est dans la tactique ou alors l'orientation dans le management de notre pays, c'est que vous arrivez quelque part. Donc, Etonde Koto était bien un adjoint, un vice-délégué de Tobo Eyoum. Bon, quand il vient, on recommande, l'administration recommande qu'on continue le processus. Tonin était bien l'adjoint de Tonde Koto. Quand il arrive, il faut bien qu'il continue. Ambassa dit, mais lui n'était pas membre du conseil, lui il vient d'être élu, mais en principe, il doit continuer. Il y a le principe de la continuité de l'administration. Mais notre administration fait comme si on ne continue pas, on commence, il n'y avait rien avant vous, vous commencez. Et c'est ça qui fait qu'il n'y a pas une lisibilité normale. On ne peut continuer que quand on pense qu'il faut mettre votre prédécesseur en prison. Donc, en fait, pour conclure, on n'a pas l'impression que l'administration publique camerounaise est là pour porter les projets à terme. Mais c'est pour régler les comptes et se remplir les poches. Et c'est peut-être ce qui est dommage, mon Bengan. Car ils sont tiers sur cette idée également. On va dire que la SMID a été créée pour repenser surtout le défi qu'imposait la croissance démographique dans la ville de Douala. Et il fallait absolument, comme je l'ai très bien dit ici, ramener le privé à y contribuer efficacement pour un développement maximal à travers cette entreprise, dans cette société métropolitaine d'investissement de Douala. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Douala est une ville
qui a, comment dire, qui a les pépites, qui a le résultat justement de l'investissement de ce SMID-là? Est-ce qu'on peut dire qu'on sent le SMID dans le développement de Douala aujourd'hui? Si vous voulez observer, et vous me direz, si lorsque vous voyez la ville de Douala, elle ressemble à une ville qui a profité de tous ces bienfaits-là, il faudra nous le dire. C'est bien parce que ça fait, la ville de Douala a connu 2 appels à épargne publique au Cameroun. Et la SMID, la société métropolitaine, était la deuxième. C'était la deuxième société à investir dans ce domaine. Avant, il y avait le projet d'Edouard Etondé Kotor qui était la CUD Finance. C'était un projet qui avait pour but de permettre aux entreprises, parce que ce n'était pas les citoyens eux-mêmes qui allaient contribuer, c'était les entreprises privées, les banques, microfinances et autres qui allaient contribuer à hauteur de 100 000 francs moyens le taux pour qu'on puisse investir dans la voirie urbaine de la ville de Douala. Sauf que ce projet-là, en lui-même, n'était pas capable de ramener des recettes. Et il est tombé à l'eau. Maintenant, ce qui a fait tomber même à l'eau, finalement, ce projet, c'est que il n'y avait pas la garantie de l'État que ce projet allait véritablement arriver jusqu'au bout. Il y avait que sur une partie des recettes propres était assurée par la CUD, alors que 100% de l'investissement était assuré par les banques et les entreprises privées. Du coup, au final, il y a eu que l'argent collecté allait servir à tenir la voirie urbaine et pourtant, les fonds avaient été trouvés, les fonds qui avaient été trouvés ne permettaient pas notamment de ramener des recettes, de faire bénéficier les citoyens et même la ville de Douala. Au final, toutes les multinationales, parce que plusieurs multinationales avaient investi dans ce projet, et il y avait des multinationales qui n'étaient pas agréées par la Commission des marchés financiers du Cameroun. Oui, qui ont investi dans ce domaine-là. Et au final, ça n'a pas marché. Et elles ont été épinglées ainsi que Edouard Etondé Kotor, le directeur de CUD Finance, et ont été mis en prison. Donc voilà un peu comment ça s'est passé. Le projet est tombé à l'eau. Et lorsque le directeur, le nouveau délégué du gouvernement arrive, il pense notamment que ce projet-là n'a pas marché et qu'avec tous les problèmes de justice et de droit qui s'y sont impliqués, il fallait repenser le projet. Du coup, il met sur pied la SMID. Bon, les actions et autres, c'était possible, mais il fallait que la CUD contribue 23%, les entreprises publiques 10%, 20% pour le privé, 47% pour les personnes physiques. Et la contribution minimale, l'achat des actions était de 10 000 francs CFA, contrairement à l'ancien projet d'Edouard Etondé Kotor. Et ça fait que chaque citoyen, les citoyens avaient contribué dans les marchés et ainsi de suite. Mais à la fin, on s'attendait à voir tout ce que M. Mbachou a cité ici, les marchés, la réflexion notamment du marché de la vallée de la Baie-Séquet, par exemple, plusieurs espaces publics comme ça qui allaient être refaits et aménagés. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas véritablement vu ça. Les actions qui ont été menées étaient très, très légères. Oui. Et lorsque vous interprétez sur le terrain, vous avez l'impression que les fonds ont été détournés. Mais pourquoi et pour où? Merci beaucoup, Karine Sontia. Aujourd'hui, Dominique Odero-Yengelek, à la suite de la chronique qui a été présentée ce matin, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'on n'a pas de suite favorable? C'est vrai. Les Camerounais devraient demander des comptes quand même par rapport à ces Smith et que l'actuel délégué, j'ai envie de dire le maire de la ville de Douala, peut au moins se prendre sur lui de dire aux Camerounais, voici ce qu'il en est, voici où nous en sommes, et faire un bilan rendu public. Votre avis? Pour le faire, il faudrait que le nouveau maire soit détenteur du dossier en lui-même. Et maintenant, les principaux signataires, les personnes qui ont donné les 10 000 francs x 15 pour avoir des actions, devraient monter au créneau et demander que leur soit restitué, au moins qu'on leur présente un bilan, un audit par rapport à tout ce qui était prévu. Lorsque vous regardez le Cameroun et les différents projets qu'on met sur pied, vous vous dites que non, le Cameroun a tout pour être même au-dessus d'un pays comme le Rwanda. Notamment si on parle simplement de la SMID aujourd'hui, si on avait véritablement mis sur pied, implémenté tous les projets qui avaient été annoncés, je vous promets qu'on n'aurait rien à envier à aucun pays. Rendez-vous compte que... Implémenté et bien géré surtout. Hein. Oui. Qui dit implémenté dit certainement une bonne gestion. Imaginez une gare multimodale au niveau de Bonabéry à hauteur de 1 milliard et 900 millions de francs CFA.
Une gare multimodale, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un endroit où on peut faire le transfert des transports. Vous venez de la région du Nord, par exemple, vous avez le Baobab ou le Mille, et lorsque vous arrivez à Douala, par le train, vous décidez d'envoyer maintenant votre marchandise dans un camion et hop, ça prend directement la route parce qu'il y a d'autres personnes ou bien il y a des difficultés pour que le train arrive à Yaoundé. Donc la gare multimodale qui devait se retrouver à Bonabéry était comme un centre où les transports devaient se faire de façon interurbaine et périurbain également. On nous a promis au niveau de la BCK de nous aménager cette forêt-là. Et dans l'aménagement de cette forêt, on devait avoir une salle de conférence avec un restaurant, on devait avoir une médiathèque, on devait avoir des espaces de jeu pour les enfants, puisqu'on se plaint aujourd'hui que les jeunes n'ont pas d'endroit pour les loisirs, on se retrouve sur les réseaux sociaux, on se retrouve à fumer, à boire n'importe comment. Donc c'est un endroit où on aurait pu converger toute la jeunesse de Douala, notamment à ces endroits-là. Mais malheureusement, jusqu'aujourd'hui, rien n'est dit, rien n'est fait. C'est un endroit, c'était annoncé comme le parc Sainte-Anastasie de Douala, comme celui qu'on a à Yaoundé, mais malheureusement, non. À côté de ça, on nous a promis un centre international de conférences. Aujourd'hui, on se retrouve à avoir nos salles qui sont destinées à des trucs bien précis qui nous servent de salles de conférence qu'on donne en location pour une ou telle autre chose. Pourtant, la ville de Douala était destinée à avoir sa propre salle de conférence. Donc, la SMID, c'est un projet qui était censé glaner 1400 milliards de francs CFA à l'horizon 2025, qui devait nous mettre sur pied tous ces projets-là. Sur le plan des transports. Tous ces projets de développement de la ville de Douala. Il faut préciser, Dominique Audrey, gardez la parole, on en reparlera dans un instant avec vous également. Mais surtout dans la deuxième partie, madame, monsieur, merci de trouver de l'intérêt. Nous laissons vos messages sur la page Equinox TV ou encore 10-12 le Zénith. Laissez-nous vos commentaires. Bon retour à vous, madame, monsieur. Je présente Equinox Télévision. 10-12 le Zénith se poursuit à l'instant. Et avec vous ce matin, on a pris en première partie le temps ici de mieux comprendre l'histoire du jour qui a été portée sur la situation de ce garçon qui estime que son père, polygame, a quitté la famille, est rentré dans une église dite réveillée et a carrément changé avec eux, se demandant s'il n'y avait pas une main spirituelle qui s'abattait sur eux, ne leur permettant pas effectivement de se sentir à l'aise aujourd'hui, comme ce fut le cas par le passé avec papa qui, lorsqu'il était traditionnaliste, tout se passait bien avec eux, malgré la polygamie. On a donné vos avis, on a donné les avis et vous aussi, vos avis sont attendus. Charles Amel Mathieu est revenu effectivement dans sa colère sur la société métropolitaine d'investissement de Douala. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? On a essayé de comprendre ce qu'il en est de ce serpent de mer. Mais Charles Amel Mathieu, on va dire que malgré le fait qu'aujourd'hui, Frin Tonen qui était l'ancien délégué du gouvernement auprès de la commune urbaine de Douala, qui n'est plus justement à ce poste, reste quand même à la tête du SMID. Hein. Oui, il est à la tête de la société métropolitaine d'investissement de Douala, comme il est à la tête de la SAD, société d'aménagement de Douala, il faut le dire, je crois. Donc il n'est plus super maire, si vous voulez. Il n'est plus super maire, mais il tient encore les manivelles des entreprises, des entreprises d'investissement, on va le dire ainsi. Monsieur Michel Ngacho, les experts, dès qu'on a ouvert le bal de la SMID, ont émis beaucoup de réserves. Je connais quelqu'un, notamment Demanfo, qui allait jusqu'à adresser des courriers particuliers au délégué du gouvernement en lui disant attention, au délégué, je n'ai pas dit au maire de la ville, j'ai dit au délégué du gouvernement, le docteur Tonen à l'époque, pour lui dire attention, ce vers quoi vous êtes en train d'aller, vous ne respectez pas les standards. Il faut respecter les standards en termes de marché. Ils ont interpellé même la COSUMAF en disant la COSUMAF, mais qu'est-ce qui est en train de se faire? Vous savez, lorsque le colonel Tonekot était à la tête de la communauté urbaine, lui, l'ensemble des actions qu'il avait lancées avec CUD Finances engageait littéralement la communauté urbaine. Or que le projet SMID n'engage pas la communauté urbaine, monsieur Michel Ngacho. C'est à ce niveau qu'il y a eu le jour. Et en plus, vous savez, il faut préciser que la banque et la communauté, enfin les acteurs de la communauté urbaine, puisque ce n'est pas la communauté, mais les acteurs de la communauté urbaine qui à l'un temps avaient choisi ce montage juridique,
et financiers n'avaient qu'un seul objectif, M. Michel Ngachou, se couvrir au pénal. Parce qu'il faut trouver le liquidateur. Quand le liquidateur arrive comme la Cofidès, on vous donne 1 000 francs, 2 000 francs, bon, j'y attendais. Il faudrait, après on se retrouve là pour dire, vous attaquez maintenant les actionnaires, les gestionnaires, pour vous retrouver au niveau du pénal. Ils ont joué le jeu parce que normalement, ils auraient dû démarrer, les experts en capital budgétique proposaient à M. Michel Ngachou qu'il commence d'abord par des prêts à long terme. On devait commencer par des prêts à long terme. Après les prêts à long terme, on devait passer à l'equity. Vous savez, c'est des principes financiers, dans le domaine financier, c'est des principes assez importants. Les gens ont versé de l'argent, c'était 10 000 francs qu'on ouvrait, mais il vous fallait avoir 15. 15 pardon. Vous devez avoir 150 000 que vous devez déposer pour pouvoir devenir actionnaire. Combien de personnes de manière individuelle se sont lancées dans ce projet? Lorsqu'on a enlevé Tonnet, le docteur Tonnet à la tête de la communauté, les épargnants ont craqué. Ils ont posé des questions. Le docteur Tonnet, pardonnez-moi, a fait une sortie dans laquelle il a dit non, ce n'est pas la communauté urbaine de Douala ou la mairie qui est engagée. Non, ils sont là, elle va continuer les travaux. Sauf qu'on attend. Voilà le marché New Dedo qu'on a cassé depuis. On a dit aux gens, ça devait commencer partiellement. On attend de voir la bibliothèque. On attend de voir le grand centre. On attend de voir la gare multimodale. C'est où? L'argent est passé où? Mais il faut appeler les différentes personnes. Ils sont nombreux qui ont travaillé sur ce projet. Bon, on a cité qu'un seul nom, mais ils sont nombreux, M. Michel Ngachou. Cet argent est passé où? Si cet argent existe, et bien qu'ils nous disent que l'argent existe, où en sommes-nous avec les actions sur le terrain concrètement? Alors vous voyez, c'est ça mon principe. L'un fait, l'autre arrive, il dit que comme il a mal fait comme ça, il cherche à bien faire. Celui qui arrive trouve que mais comment celui-ci aussi mal fait comme ça, il veut pas faire. Ne soyez pas surpris d'ici peu d'entendre une nouvelle société qui sera mise en place par le nouveau maire. Et on fait comment défendre des gens? Et on fait comment également de l'ancienne société? Financer à quel niveau? Merci à vous, Charles Amembachu. Merci à vous, madame, messieurs. Dans un instant, Karine Santia va se plier sur vos différents messages laissés sur nos plateformes. Tout de suite, Karine Santia. Concernant l'histoire du jour, les principes bantous peuvent paraître durs et difficiles à assimiler, mais sont infaillibles et ont perduré sans aucune modification notoire depuis plus de 5000 ans. Faut dire à ce garçon n'a jamais été traditionnaliste, car un vrai initié aux traditions bantoues ne saurait se tourner vers l'église et encore moins imposer que sa fille épouse un homme vivant uniquement à l'étranger. Je suis sûr qu'il était engagé dans un cercle exotérique et ça a cuit, et que le père veut prendre la clé des champs. Peine perdue, car dans les affaires-là, le retour ne souffre de rien. Il n'y a donc un vrai traditionnaliste et un pur pour les mener vers cette rédemption que le Père va chercher de façon illusoire à l'Église. Enfin, mon frère, il n'y a pas de sous-métier. À défaut, demande à ton Père de t'inscrire aussi là où il était avant. Tony Frank Damchouat. Ok. Un autre message. Mais est-ce qu'on demandera au Père de l'inscrire? Si jamais le Père était dans un cercle difficile, on ne le fera pas. Il faut simplement, comme Dominique Audrey l'a bien proposé ici, s'il n'est pas paresseux, qu'il apprenne à travailler, qu'il apprenne à s'investir, qu'il apprenne à chercher. Oui, il a quand même 22 ans. Le téléspectateur le dit parce que le jeune homme estime que ses frères et lui ne font que des métiers dérisoires. Donc, en réponse à cela, s'il estime que le fait de travailler dans une fabrique de parpaings à l'entrée du quartier ou bien de laver une voiture, un taxi près d'un cours d'eau, c'est dérisoire, et bah qu'il aille là où son père était, puisque beaucoup estiment que son père était dans une secte. Très bien. Donc, message. c'est juste en réponse à... Si on vous demande dans une église d'abandonner votre famille, votre travail, votre tradition, parce qu'il est écrit que pour suivre le Christ, il faut tout quitter, sortez de là et partez sans regarder derrière. Parole de l'abbé Chantou, prêtre de Jésus-Christ. Donc l'église n'est pas contre les traditions, mais cherche à abolir certains rituels qui détruisent l'homme. Voilà. Exemple, l'excision, l'inhumation, des chefs avec une personne vivante. Emmanuel de Berry. Ça ne se fait plus, c'est faux. Non, ce n'est même pas vrai. L'église détruit les traditions. Nous avons l'exemple en fin du mois dernier à Bafoussam. Qu'est-ce qui est arrivé aux prêtres? Qu'est-ce qui est arrivé aux prêtres? L'église détruit les traditions. L'église est venue détruire les traditions.
Là, il n'y a même pas, il n'y a plus de débat là-dessus. Charles Amel, vous voulez réagir? Monsieur Michel Ngachou, l'ensemble des pratiques faites au sein de l'Église catholique et protestante, c'est des rituels. C'est des rituels, c'est des traditions. Des coutumes. Ne venez pas me dire que la pierre qui est au centre de mon village, là où on a versé de l'huile rouge, est possédée, c'est le démon. Et vous me dites que je dois aller là où on a la pierre noire. Je dois aller me couper là où on a mis la pierre noire. De l'autre côté, en Arabie, je vais faire comme ça et je me couche, je vais le faire. Ou vous me dites que c'est dans les grottes qu'habitent vos anges. Oui, puisque vous allez à Lourdes. Quand vous allez à Lourdes, il faut aller à... Oui, à Lourdes. Vous allez à la grotte de Lourdes. Vous allez vous dire que les bonnes choses sortent des grottes. Quand je vous dis que chez moi, c'est la pierre, c'est mon autel. Et même quand vous entrez dans la Bible, vous voyez Jacob, vous voyez Abraham, là où il avait passé la nuit, lorsqu'il s'est levé le matin, il verse un peu de sel, il verse de l'huile et il s'en va. C'est un rituel. En quoi est-ce que le mien est différent? Et ça, c'est la question qu'avait posée Angèle Benvin. Angèle Benvin de son temps avait dit, il faudrait qu'on ouvre les yeux aux Africains. Si j'attache mon sandal, je mets mon petit boubou au-dessus, je tiens mon petit balai chasse-bouche, j'utilise pour faire la messe et je prends mon bon, le manioc, j'utilise ma patate que je découpe en rondelles pour utiliser comme le corps du Christ avec mon vin blanc. En quoi serais-je différent des vins de messe qu'on m'amène, du blé qu'on m'amène de l'autre côté? On a dit qu'au lieu que tous ne meurent à cause d'un, mieux vaudrait qu'un ne meure pour tous. Très bien. Ah oui, monsieur Michel Ngachou. Il faudrait qu'un temps on se lève pour dire la vérité. Vous avez des prêtres, vous avez même des évêques qui vont faire des rites. Si vous voulez, on commence à les dévoiler. Non, mais il faut qu'on les dévoile. Parce qu'ils vont mentir les gens à l'église. On en connaît, Charles Amel. Oui, mais vous connaissez ces secrets. Mais quand on envoie ce genre de message, vous applaudissez. Non, mais on n'applaudit pas. Vous avez la parole sur le coup, effectivement. Vous expliquez. Le prêtre a mis et puis, un bémol. Vous avez des prêtres qui enlèvent les chances des enfants. Je vous dis, il y a des prêtres et des pasteurs qui enlèvent les chances des enfants avec l'imposition des mains. C'est une extraction. Ils sont dans des cercles ésotériques. Mais arrêtez d'avoir une foi aveugle, monsieur. Très bien, Charles Amel. Alors, on va poursuivre les messages ce matin, Karine Santia. Et c'est bien évidemment 10-12 le Zénith. Et on évolue. Selon moi, le les papillon a enfants, beaucoup d'effets ce matin. Selon moi, les enfants doivent laisser le père à côté, puis s'entendre et se rapprocher des membres de la famille qui ont qualité à les concilier leurs traditions. Ensuite, ils doivent eux-mêmes s'interroger sur leur affinité et le choix religieux pour savoir s'ils suivent leur père sur la bonne voie en allant dans son église de choix. Mary Mongué qui nous a écrit par rapport à l'histoire du jour, il y a deux possibilités. Soit le papa est de mauvaise foi, soit il a été malmené par quelqu'un, voire même la faute revient à ses femmes qui lui permet de mieux jouir de son mariage. Alors, un autre message ce matin. Qu'est-ce qui vous surprend encore dans ce pays? Pour moi, rien. Ces députés du système, c'est par rapport à votre introduction, monsieur Ngachou, du système par eux, ce qui les intéresse, c'est le budget, par leur voiture. La santé des pauvres Camerounais n'intéresse pas. Un autre message, notamment concernant la colère de ce matin. Ce qu'il y a en commun dans toutes les affaires et tous les projets de ce pays, c'est le détournement. C'est à cause des choses comme ça que les Camerounais n'ont pas cotisé pour le fonds spécial contre le coronavirus. Le gouvernement ne développe rien, on laisse. Comme si ça ne suffisait pas, ils nous demandent de cotiser pour développer. On accepte et ils nous en tuent encore. Quand tu es bon une fois, c'est bien. Quand tu es bon deux fois, tu es bonbon et on te suce. Allons seulement. Que de messages ce matin avec Karine Santia dans le cadre de 10-12 le Zénith. Madame, messieurs, vous êtes nombreux et on en profite pour saluer tous les Camerounais de la diaspora qui chaque jour nous laissent ces messages sur cette plateforme et réagissent spontanément au sujet qui intéresse le Cameroun et l'Afrique aussi, le Cameroun en particulier, l'Afrique en général. Karine, avec vous toujours des messages. Oui, Charles Amel, le chef de l'État est au courant de tout ce qui se passe. Douala va bien. La preuve, Yaoundé va bien. Vous savez, c'est des expressions comme ça qui peuvent faire en sorte que quelqu'un pète un câble. Nous avons le même... Non, ça c'est délire. Nous avons le même délégué de la communauté urbaine qui avait promis à Douala un TGV. Oui.
Il avait promis un train à grande vitesse à la ville de Douala. Aujourd'hui qu'il est parti, pourquoi on ne lui pose pas les questions? Ça devait sortir par Carrefour à Jeep ou ça devait entrer dans quel sous-sol? Non, ça devait commencer à Carrefour à Jeep et terminer à Bessengue. Les tramways. Où est-ce qu'on avait les tramways? Peut-être qu'ils vont avoir l'impression qu'on est en train de faire le procès du docteur Tonnet, que non. Mais nous sommes en train de rappeler les faits, monsieur Michel Gachou. Lorsque le docteur Tonnet parle, dans quel état était comment on appelle l'aéroport de Douala? L'actuel même est arrivé, vous avez vu les inondations ces jours. Mais arrêtons de croire. Parce que les gens croient qu'ils ont le titre foncier. Quand un homme, tu as le titre foncier. C'est pour toi, c'est pour ta famille. Les autres ne comptent pas, monsieur Michel Gachou. Oui, mais écoutez, qu'est-ce que vous dites au FNE? Voilà les gens qui ont participé, nous. Lui. Il faut le saluer même. Au FNE, on a un directeur qui y est depuis pratiquement 30 ans et tout. Depuis la création. Voilà, depuis la création. C'est qu'il y a les petits-enfants qui travaillent déjà aussi là-bas. Voilà, ça peut son titre foncier à lui, il faut le remercier. Ou certainement mais le chef d'État on oublie souvent les gens. Non, le chef d'État c'est tellement oublié là-bas. Mais si les gens dans ce pays, vous avez des nominations, vous faites des nominations des personnes qui sont décédées. Comprenez-vous très bien, on peut l'oublier là-bas. Vous voyez la BCK, c'est dommage. La BCK, c'était le lieu sur le plan historique où le peuple Bassa tenait des réunions. Ils avaient baptisé ces réunions le Ngondong. C'était le Ngondong que les Douala ont transformé en Gondo. C'était le Ngondong, c'était là où ils s'asseyaient pour débattre de la BCK, monsieur Michel Gachou, où ils s'asseyaient pour discuter. C'est un lieu mythique et mystique où les gars traversaient de tous les bords. Les gars venaient s'asseoir, ils débattaient et discutaient de tous les problèmes. C'était la plus grande assemblée. Ce n'est pas pour rien qu'on a en train de mettre la maison du monde là-bas. Ce n'est pas pour rien qu'on est en train de renvoyer là. Mais c'est un lieu hautement mystique. Il ne faut pas savoir ce qui est enterré là. Qu'on nous dise qu'on va nous faire une forêt. Mais monsieur Michel Gachou, le tradit praticien, permettez-moi cette expression, de Douala, il va chercher ses écorces où? Je parle là sous le contrôle de Baba. Dans tous les villages, il y a une forêt sacrée. On nous dit on va nous faire une forêt spéciale avec toutes les essences traditionnelles. On attendait à ça. C'est le plus beau rêve que le docteur Tonnet aurait pu donner. Les fonds ont été cotisés. C'est où? Mais qu'on nous explique. On n'en parle pas. On n'a pas de bilan jusqu'à présent, on n'en parle pas. C'est assez compliqué quand même. Mais maman, comment expliquer qu'aujourd'hui au Cameroun, c'est peut-être sur le fait, sur la chronique de ce matin, comment comprendre qu'au Cameroun, on ne communique sur rien. Rien. On ne vous dit rien sur rien. C'est-à-dire, même dans une banque, si vous voulez, dans un fonds comme celui-là, où les gens ont mis de l'argent, qu'on ne leur donne pas de traçabilité, qu'on ne leur dise rien de la gestion de cette entreprise. Est-ce que c'est raisonnable? Comment peut-on expliquer cette façon de gérer le Cameroun, de gérer les entreprises au Cameroun, Bon Bengan? Parce que le Cameroun marche par la tête. Non, en plus des accords de coopération, est-ce qu'on est obligé d'en parler, puisque effectivement, vous ne savez pas ce qui se passe. Nous avons signé des accords avec les églises et des sectes importées. Donc en fait, le peuple ne sert à rien. Les décisions sont prises dans des réunions nocturnes, dans des sectes. Des sectes ésotériques. Oui, absolument. N'a rien à voir. C'est là où c'est entre frères que ça se discute. C'est tout. Il y a un moment donné, d'ailleurs, il y avait un ballet ici. Le fin d'année, grand maître tel est arrivé, grand maître tel, grand maître tel, grand maître tel. Malheureusement, c'est comme ça que ça se fait. La preuve, un pasteur comme Dieudonné Massi Gams vous dit qu'il ne peut pas continuer la lutte contre la corruption, il faut prier Dieu. Monsieur Ebno Abraham Egbe, qui est président du conseil électoral, il a la charge de nous apporter un fichier électoral clair et type. Il dit qu'il ne peut pas s'engager dans ce processus, il faut prier Dieu. Bon, ça veut dire qu'en fait, les deux, je prends les deux là pour vous dire que s'ils sont bloqués, s'ils ne peuvent plus continuer, ça veut dire qu'en fait, il y a d'autres personnes. Donc, les vrais dirigeants du pays, en réalité, ne sont pas dans l'organigramme de la République, ils sont ailleurs. Et pour ça, donc, même le docteur Tonnet dont on parle, il vous dit, je m'en fous des lois de la République, je peux licencier les délégués du personnel, ça me dit rien du tout. Même si, c'est quoi, ça me dit rien du tout et personne ne lui a rien fait. Donc, vous allez dire que c'est un peu comme on dit. Question personnelle. Bon, vous cotisez. Bon, si je peux, je peux vous rendre compte si je veux. Si je ne veux pas, vous n'allez rien me faire. Je dis, donc, vous qui êtes traditionnaliste, vous qui comprenez bien ces choses-là, peut-on en sortir?
Oui, mais pourquoi pas? Nous Le pouvons Cameroun peut en en sortir. sortir. Donc, Parce qu'on a le Ghana qui a dit qu'on ne veut plus de X à la tête justement dans nos gouvernements. Vous souvenez-vous, le Ghana dit qu'on voulait le franc-maçon dans le gouvernement ghanéen. Et il y a Au un Cameroun, dépris. si vous dites qu'il y a des sectes ésotériques, notamment celle-là, est-ce qu'on peut en sortir? Oui, mais tout à fait. Ça veut dire qu'il faudrait, tout à l'heure j'ai interpellé Célestin Djamène, il faudrait qu'il soit repenti. Mitterrand était de l'extrême droite, non? Il est venu reformuler la gauche et tout. Et la France a vu un autre son de cloche. Célestin Djamène ne doit pas laisser ces choses pareilles. Bon, ou alors lui aussi il est mouillé. Donc c'est des gens comme ça qui devraient nous dire qu'en fait, cette histoire c'est ceci, c'est cela. Mais de la même manière, au niveau de l'État, vous avez pris le Ghana. Attendez, c'est un capitaine de l'armée qui est d'ailleurs, qui n'était même pas ghanéen d'origine. Hein. Jerry Rawlings. Oui. Et voilà, c'est un Britannique. Un Britannique qui vient et dit non, il pacifie le pays et il donne des orientations en leur disant inspirez-vous de vos traditions. Donc nous devons nous inspirer de nos traditions. Et aujourd'hui, les présidents ghanéens, ils vont, même quand ils prêtent serment, ils sont en pagne, ainsi de suite, ainsi de suite. Très bien. Et donc dans notre pays, il faudrait effectivement que nous commençons à former la jeune génération pour leur dire que notre Cameroun est possible. Vous voyez Et Paul surtout Biya, un vous Cameroun. voyez le chef de l'État en boubou, vous l'avez vu un jour en boubou? Non, non, pas lui. C'est les hommes. Et ils sont sur la pente. Non, ils sont sur la pente Ah, juste son descendante. anniversaire. Ah, très bien. Ils sont sur la pente descendante. On Ok. n'est pas, non, ce n'est plus eux. On est en train de les accompagner vers la sortie. Mais il faudrait qu'il y ait une nouvelle génération qui ne prête pas serment devant l'évêque, le pasteur, le grand maître de franc-maçonnerie ou de Rose-Croix. Donc ils savent que maintenant, je peux faire le culte des ancêtres, je peux m'inspirer de mes ancêtres pour de faire renaître le Cameroun. Merci pour cet éveil de conscience, Mohamed Gan. Merci beaucoup, Karine Sonta. Quelques messages et par la suite, on évolue avec l'émission 10-12 le Zénith. C'est votre talk show à l'instant sur notre antenne. Alors, il y a trop de détournements dans ce pays. Les riches s'enrichissent sur le dos des pauvres, c'est malheureux. Ils font des belles promesses, mais ce ne sont que des paroles en l'air. Jean-Paul Tchonen qui nous a écrit. Sauf que ce nous matin. n'avons pas dit qu'il y a détournement. On s'est interrogé. Pourquoi n'y a-t-il pas d'information? On veut savoir, les épargnants veulent savoir. Qu'on fasse une sortie, qu'ils fassent une sortie et qu'ils disent à tel endroit nous avons commencé déjà les travaux. À tel endroit les travaux bloquent à cause d'eux. À tel endroit nous avons tel achamé. Si nous sommes, on a cassé d'abord le marché nous d'Edo, on s'est dit qu'on devait construire par phase. Phase 1, phase 2, phase 3. On sait que si ce n'est pas ça, on s'interroge. C'est ça le rôle, monsieur Michel Gatou. Nous interroger. Y a-t-il eu détournement? C'est normal qu'on s'interroge. Où se trouve cet argent? C'est normal. Est-ce qu'il y a eu dol? Parce que tout porte à croire qu'il peut avoir eu dol. On s'interroge. Mais si les épargnants eux-mêmes ne se lèvent pas, ne partent pas Monsieur revendiquer, parce que Michel vous savez, Gatou, les j'en épargnants viens. se lèvent. Ils se lèvent et puis Les épargnants, on a appelé, dans ce dossier, il y a Albert Zongan. Oui. Il n'est pas seul, on a cité seulement Célestin Djamène. Il y a Albert Zongan qui était l'un des responsables. Vous avez aussi un responsable d'une radio de médias qui était secrétaire. On peut les citer. Ils sont là. Ils sont là, monsieur Michel Gatou. Ce n'est pas des gens cachés. Ce n'est pas des gens cachés, mais qui ne jouent pas avec l'argent des Camerounais. S'ils On n'ont est pas vu, fatigué. qu'ils nous disent qu'ils n'ont pas Monsieur vu. Michel Gatou, lorsque vous allumez la radio le matin, bonjour chez vous. Premier flash d'information, détournement de 400 milliards dans telle société. À midi, vous êtes au journal. Arrestation de X, 13 fonctionnaires ont détourné 1000 milliards de francs CFA. Vous arrêtez la radio. Vous perdez l'appétit. À 16h, vous buvez un peu d'eau. Vous revenez à 17h. Vous mettez, grave affaire. Constante suspicion de détournement de fonds. Mais quel est ce pays où ce n'est que les milliards qu'on détourne, monsieur Michel Gatou? Quel est ce pays? Et vous avez des gens qui ont faim, qui ont soif, qui veulent manger, qui veulent se soigner. Bon, mais mais- on vous dit, allez au bar, allez à l'église. Est-ce que la réponse de Mohamed Gan ne vous a pas convaincu? En tout cas. Soit alors, le peuple est zombifié. Il est... Non, le peuple, Zombifié. c'est-à-dire vous et moi, on est zombifiés. À telle enseigne qu'on ne voit rien en dehors des instincts, les instincts grégaires. Manger, boire et s'exprimer. Permettez, je relance Dominique Audrey là-dessus. On parle de zombification du peuple Dominique Audrey. On voit le peuple malien aujourd'hui se lever et faire des revendications, des réclamations. D'ailleurs, le président Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta, aujourd'hui, vient de dissoudre le Conseil constitutionnel au Mali. Ben, à un moment donné, est-ce qu'on n'est pas nous aussi zombifiés au Cameroun parce qu'on ne réagit jamais à tout ce qu'il y a comme plainte? C'est aujourd'hui que vous vous en rendez compte, ça fait longtemps.
Ça fait longtemps, à un moment, on s'est dit qu'on était peut-être envoûtés et autres. Et après, d'autres ont dit non, vraiment, les Camerounais aiment la paix et ils n'aiment pas les problèmes. Et d'autres ont dit non. En tout cas, nous sommes en paix, on se lève, on mange et tout. Donc, tant que ça va, c'est leur pays, on va faire comment? Ils vont rester avec, ils vont faire ce qu'ils veulent. C'est comme ça, malheureusement. Ça, c'est la simplification. Oui, C'est là les symptômes Oui, Là, c'est encore les symptômes de la... non, mais et c'est grave parce que tous les jours ici on sort parce que les téléspectateurs ne s'en rendent peut-être pas compte, mais on ne leur dit pas tout, on ne leur dit pas, on ne va même pas jusqu'au fond des choses, parce que je vous promets que il y a des choses que si vous aviez l'idée de ce que ça existe, vous en mourriez tous, même pas parce qu'il n'y a pas de soins à l'hôpital. Et par rapport à la SMID, Michel, moi je m'interroge, comment on peut être dans un gouvernement et que les populations dans une ville s'investissent de la sorte et qu'il n'y ait pas de contrôle, qu'il n'y ait pas... Quel est le ministère en charge des mairies? La garantie Non, de l'État. non, non. La garantie de l'État. Quelle est la garantie que l'État a donnée à ce projet? L'État doit avoir un contrôle. C'est un peu comme si vous êtes dans votre maison et dans votre maison, votre fille dit que papa, moi je vais vendre les œufs, je vais mélanger l'argent avec Nanou, je vais vendre les œufs. Même si votre père n'a même pas un copec là-dedans, le père doit contrôler les entrées et les sorties. Quand est-ce que tu sors pour aller vendre les œufs et à l'heure à laquelle tu rentres? Vous parlez Donc, de quel en tant que État? gouvernement, un gouvernement normal, avec des personnes normalement constituées. C'est comme ça que ça devait procéder, puisque c'est l'argent des Camerounais. Ils ont dit qu'ils ne voulaient pas attendre la subvention de l'État. Hop, non, vous-même, entre vous, vous cotisez 150 000, les milliards. Monsieur Galchou, il y a que, lorsque vous parlez de ça, on vous dit que non, ça c'était une preuve de la décentralisation. Et ça me renvoie encore à ce que on parle tout le temps ici. On vous parle de décentralisation seulement quand il s'agit d'argent. C'est-à-dire que quand on veut que chacun ait ce qu'il va manger dans son domaine, on dit que décentralisation. Mais quand il faut maintenant les décisions, on ne décentralise plus. On vous dit que la magnanimité, l'intelligence, la réflexion du chef de l'État. La pensée unique. Donc, quand il faut dépenser de l'argent, on décentralise les dépenses pour que chacun ait de quoi manger. Maintenant, le jour où il faut contrôler les actions, on vous dit non, c'est le chef de l'État qui a le droit, le compte super, c'est le chef de l'État qui doit mener les actions pour poursuivre un détourneur de fonds publics, c'est le chef de l'État, c'est le chef de l'État. Et à la fin, on se retrouve avec des fonds qui sont dilapidés un peu de partout. Prenez un exemple. Chaque fois que vous parlez de manifestations au Camerounais aujourd'hui, ils vous disent que vraiment l'histoire du maquis au Cameroun nous a fait que quand on veut marcher, on se rappelle encore de comment est-ce que nos frères ont été assassinés, tués et tout. C'est les membres du gouvernement qui envoie ces messages. Donc il faut le dire. Et une des personnes qui a eu à le faire pendant plusieurs fois, rappelez-vous, c'est Grégoire Ona. On se rappelle toutes les fois. Il faut donner avec des noms. Oui, il faut donner avec des noms. On a tous ces tweets, tous les tweets. Je m'arrange personnellement. Je m'arrange personnellement à faire les captures. Toutes les sorties du ministre Grégoire Ona. Franchement, il faudrait que l'histoire retienne. Je fais les captures de toutes ces sorties parce qu'il a des sorties quand même. Vous avez vu la dernière en date? Non, la dernière, c'était par rapport au peuple béti. C'était par rapport au béti. Monsieur Michel Gadjou, quel est ce pays? Quels sont le ministère des Affaires sociales, promotion de la femme et de la santé, de la femme et de la famille, ministère de la santé? Vous passez à Deido. Moi, je suis de ceux-là qui proposent désormais au chef de l'État, faites du lundi un jour de repos. Dans les administrations, le lundi est mort. Les gens ne travaillent pas parce que les gars boivent dimanche comme s'ils étaient en début de week-end. Parce qu'à Deido le matin, vous allez vous rendre compte que c'est à 7 heures que les gars sortent. Les gars sont pour aller au boulot. Les gars sortent des boîtes de nuit, des snack bars pour aller au boulot. Dans un pays où on vous dit que vous allez être émergent. Non, Inch'Allah, mais peut-être si vous permettez une seconde. Vous avez dit tout à l'heure, les zombifiés, et puis l'exemple du Mali. Le Mali a eu des déclics. D'abord, il y a eu Amani Toumani Touré qui a renversé un président, qui a donné un déclic. Et lorsqu'on entre dans le processus de démocratisation, il y a eu un président qui s'appelle Alpha Ouma Konaré, qui a donné le déclic, qui a laissé qui a imprégné des orientations, et les Maliens, ils s'en prennent aujourd'hui. Et bien sûr, deuxième chose, nous avons dit, les gars, ils détournent précisément parce que, nous l'avons dit, ceux qui détiennent le pouvoir ne sont pas dans l'organigramme de la République. Si on connaît donc ceux qui détiennent le pouvoir, on peut organiser des lobbies comme on veut. Je termine par là. Un aîné m'a rappelé dernièrement qu'un ambassadeur chinois était en fin de séjour au Cameroun. Il a dit 3 choses quand il partait à la presse.
Il a dit, vous travaillez 40 heures par semaine, le reste du temps, vous faites quoi? Très bien. Il dit, vous arrêtez les gens, vous les mettez en prison. Qui travaille pour les nourrir? Troisième, il a terminé en disant, et chez nous en Chine, alors l'histoire recommande que on ne rétrocède l'argent volé que quand les personnes là sont décédées. Merci Mohamed Gan. Allez, merci à vous Madame Michel de rester. Oui, 3 points. Fort. Très fort. Merci. Allez, on marque une pause rapidement et on va retrouver de l'autre côté Consti Lamine qui reviendra ce matin avec bien évidemment les languettes, j'espère bien. En tout cas, on en parle dans un instant. Allez, Consti Lamine, bonjour, bienvenue. Alors bonjour chers téléspectateurs et bonjour une fois de plus de nous accueillir ce matin dans cette émission pour parler des produits innovants, pour parler de la qualité au concept Salaka, une qualité qui se veut encore très particulière ce matin. Oui, vous êtes nombreux à avoir des douleurs au niveau de la plante des pieds, vous êtes nombreux, vous ne parvenez pas à marcher, vous ne parvenez même pas à poser votre pied quelque part. Donc aujourd'hui le concept Salaka, grâce à ses partenaires américains, vous permettent d'avoir une exclusivité commerciale. Et cette exclusivité, c'est bien entendu cette languette médicale, cette languette qui viendra pallier à tout ce qu'il y a comme douleur au niveau de la plante des pieds. Oui, c'est une languette médicale de qualité supérieure que vous retrouverez bien sûr du côté du magasin 1001 tapis. Vous savez très bien, chers téléspectateurs, quand on a la douleur, on ne peut rien faire. Parce qu'il n'y a rien de plus embêtant qu'une douleur, que ce soit la douleur au niveau du dos, que ce soit la douleur au niveau des pieds, et encore moins la douleur au niveau de la plante des pieds. Donc aujourd'hui, pour pallier à la douleur au niveau de la plante des pieds, vous avez une solution. Et cette solution, c'est bel et bien cette languette que j'ai une fois de plus l'honneur de présenter ce matin dans cette émission. Elle s'utilise facilement, donc chacun peut l'avoir. Oui, il y a toutes les tailles, bien entendu, du côté du magasin 1001 tapis. Nous allons tout de suite passer à la démonstration avec la permission de la réalisation. Nous allons montrer à nos téléspectateurs en exclusivité comment on utilise sa languette médicale. Elle est facile à utiliser. Il suffit tout simplement de l'enfiler à l'intérieur de votre chaussure. Et dans cette émission, ce matin, j'ai une paire de chaussures. Regardez bien sûr la chaussure, chers téléspectateurs. Je rappelle que voilà, nous allons donc prendre, c'est-à-dire ce pied-là. Là, c'est le pied droit. On enfile la languette à l'intérieur. Elle s'enfile à l'intérieur de la languette, bien entendu. Voilà. Regardez comment elle est enfilée à l'intérieur. Voilà. Vous avez vu? Voilà la languette à l'intérieur de cette chaussure. Voilà la languette à l'intérieur de la chaussure. Ainsi, vous pouvez la porter toute la journée et vous allez ressentir qu'après quelques heures, la douleur que vous avez à la plante des pieds va s'éliminer au fur et à mesure que vous portez votre languette médicale. Donc, c'est l'occasion plus que jamais d'attirer l'attention de tous nos téléspectateurs, quel que soit l'endroit où vous êtes, quel que soit votre pays, quelle que soit votre ville, quel que soit votre village. Plus besoin de dire que « Aïe, j'ai mal au pied, aïe, je ne parviens pas à poser mon pied quelque part, aïe ». Non, la solution, elle est là. Et c'est avec le concept Salaka qui vous permet, comme je l'ai si bien dit, d'avoir cette languette médicale. Regardez comment elle se présente. Là, c'est le bas de la languette. Et voilà, là, c'est le bas de la languette. Voilà, regardez bien sûr le bas de la languette. Voilà, c'est ça qui se pose, bien entendu, sur la chaussure. Et là, c'est l'intérieur de la languette. C'est ici que le pied se pose. Et voilà, bien entendu, des éléments qui vont permettre d'éradiquer totalement la douleur. La magie se retrouve ici. Elle est ici, cette magie-là, qui permet d'éradiquer totalement les douleurs au niveau de la plante des pieds.
On peut d'ailleurs le regarder en image. Rien que les acteurs qui sont derrière cet élément montrent la crédibilité, montrent le sérieux de cette languette médicale que je conseille bel et bien à tous nos téléspectateurs qui nous regardent ce matin. Les numéros de téléphone, vous les aurez au bas de l'écran. Le point de vente, vous le connaissez, c'est le magasin 1001 tapis. C'est en face du palais d'Ika. La douleur à la plante des pieds ne sera plus qu'un triste souvenir avec ces languettes médicales que vous retrouverez au prix de 6 000 francs seulement la paire. Je n'ai pas dit la languette, je dis bien la paire de languettes médicales. Vous l'avez à 6 000 francs du côté du magasin 1001 tapis. C'est en face le palais d'Ika, Douala au Cameroun. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Et merci pour ce moment de vente. Allez tout de suite, mesdames et messieurs, nous allons nous ouvrir à la revue des réseaux sociaux. Karine Santia, une fois de plus, nous sommes suspendus à vos lèvres. Vous avez fait le tour de la toile pour nous. Qu'est-ce que vous nous présentez ce matin? Alors, je vous présente les images de l'axe routier Babadjou-Bamenda, impraticable depuis l'arrivée des pluies, qui n'arrange rien. C'est vrai que quotidiennement, cet axe-là déjà n'est pas goudronné, donc vous voyez que c'est complètement boueux en saison pluvieuse. Et en saison sèche, c'est de la grande poussière qui se trouve de ce côté-là. Et les voyageurs, depuis ces derniers jours, sont obligés de sortir de leur véhicule pour accompagner les conducteurs à pousser le véhicule pour traverser notamment cet espace boueux qui constitue notamment un frein au transport de ce côté-là. Donc les travaux apparemment avaient commencé mais ne sont pas encore terminés. Et chaque année notamment, ça va faire déjà 3 ans qu'on parle des travaux sur cet axe. Charles Batchou, ces images, qu'est-ce que ça vous inspire? Vous êtes encore en colère, on le suppose. Bon, Bengan, vous avez regardé avec nous, justement, ces images-là. Oh, Charles Batchou, calmez-vous, je vous en prie, parce qu'il faut respecter les beautés ce matin, c'est important. Allez, bon, Bengan, lorsqu'on regarde ces images, pour être un peu plus sérieux cette fois-ci, on ne peut que saluer le Cameroun. Oui, absolument. Absolument. Pourquoi vous riez, monsieur Michel? On va saluer. D'abord, deux choses fondamentales, à mon avis. Ce qui oriente la politique des grandes ambitions lancées pendant la campagne électorale de 2004, c'était les infrastructures routières. On avait dit priorité des priorités, infrastructures routières. Bon, peut-être parce qu'on n'a pas tout fait, on a reporté aux grandes réalisations et maintenant les grandes opportunités. Donc, sûrement que c'est des programmes qu'on reconduit. Mais il faut quand même observer que cette priorité d'infrastructure routière n'est pas atteinte. Deuxième chose, le ministre en charge des travaux publics, je pense qu'il avait, vous l'avez dit tout à l'heure, il avait engagé les travaux sur cet axe routier à un moment, et parlant même d'un financement de la BAD, de l'ordre de Banque africaine de développement, de l'ordre de plus de 100 milliards de francs. Il avait fait tout un point de presse pour confirmer la réception. Au lieu de ça, bon, j'ajoute de l'eau à votre moulin parce que je suis très en colère. Monsieur Michel Ngachou, on peut aller mener des enquêtes là-bas. Au lieu de voir la route de Babadjou, Bamenda goudronnée, on a eu plutôt 2 routes qui ont été goudronnées, qui partaient de l'axe jusqu'à chez 2 personnalités goudronnées jusqu'à chez Lanjomba. Chez Lanjomba. Lanjomba. Ah d'accord. Je le dis ici, qui mènent les enquêtes, ils vont voir. Je dis bien qu'on a goudronné. Si quand même vous calculez, c'est les experts. Les gars qui étaient sur le terrain qui ont dit que c'est parti chez 2 grosses pentes. Toujours là-bas dans les bamboutos, de l'axe jusqu'à chez eux. On a goudronné, fait de belles rigoles avec les dalettes. Alors que nous ici, on n'a pas de dalettes jusqu'à chez Lanjomba. Un indice, il vous donne un indice. Allons-y, Karine. Bon, ce ministre avait marché sur tapis rouge dans la boue. D'accord, ok. Dominique Audrey, ces images-là, qu'est-ce que ça vous inspire, vous? Je ne vais pas parler de ça parce que c'est une autre casserole pour notre pays. Dites-nous quelque chose quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que le Cameroun, mon pays, a besoin de son Thomas Sankara. C'est tout ce que je peux dire parce que... Vous le voyez?
Il faut qu'il sorte de son trou. On a besoin d'un révolutionnaire. Là, vous les voyez là? Je crois que cet homme-là, après avoir en réécoutant son parcours qu'on diffuse sur les antennes d'Equinox, on se rend compte que la jeunesse peut. Voilà un homme qui a su, malgré son jeune âge, dire stop à certaines personnes, à dire stop à certaines choses. Et on a besoin de ça, comme le peuple algérien. On ne peut pas nous expliquer qu'on débourse de l'argent pour qu'un tronçon comme celui-là soit effectué et que ça ne se fasse pas. Et que les populations... Je me demande si quelqu'un est malade, comment on fait pour le transporter à l'hôpital? J'imagine le nombre de personnes qui meurent sur la route. Combien coûtent les transports là-bas? Et ce qui est bien on dommage, va continuer comme ça jusqu'à quand? Ce qui est bien dommage aujourd'hui, c'est lorsqu'on voit ces passagers être obligés de sortir de leur véhicule. Ils n'ont pas le choix. En saison pluvieuse, comme c'est le cas maintenant, pousser les gros porteurs, il faut préciser, c'est les gros porteurs. Et le coût des transports. Le coût de transport a pris des flambées, c'est assez compliqué quand même. Mais dire que le Cameroun est, comme on le dit, une vraie curiosité planétaire aujourd'hui. Baboutu. Bafang, Baboutu Ngale, Baboutu Ninche, Bafang ou Baboutu Ninche Konjok. Monsieur Michel, je vous supplie de ne jamais prendre ces taxes. Je vous supplie de ne pas entrer ici à Bangwa. Bangwa? Oui, ne tentez même pas d'aller là-bas parce que vous êtes à un certain... Oui, c'est le Onkam. Je vous prends uniquement le Onkam. Je vous dis, arrivez au niveau de la Moumé, là, vous entrez à la droite, sortant de Douala. Vous allez rouler sur un certain nombre de kilomètres, après vous arrêtez le véhicule. En allant à Fonti. Je vous assure que si vous n'avez pas, monsieur Michel Ngachou, les tchaka ou les bottes, vous êtes mort. Même les 4x4 ne passent pas. Pourtant, il y a un maire qui a reçu des financements pour l'habilitation. On l'a arrêté une fois, on l'a gardé, on l'a libéré. Si vous passez par Balé, Bamengui, pour aller ressortir à Bandum, Fomopéa, je vous assure que s'il pleut, gardez le véhicule, attendez la moto, vous n'allez pas traverser parce que le village Bandum, je le dis ici, est inondé. Là-bas, c'est connu, c'est juste derrière Fodemon-Kouad. Je vous prends ces exemples pour vous dire que ce n'est pas l'argent. On chante, il y a une musique Bamileke, on dit ce n'est pas l'argent qui manque. Ce n'est pas l'argent qui manque. Il y a l'argent dans ce pays. Mais l'argent choisit des poches des gens que Momboka citait tout à l'heure. Vous n'êtes pas avec eux, vous n'avez rien. Vous marchez à pied. Voilà des gens qui payent à l'agence 7500, 10 000 pour aller à Bouddha. Vous arrivez à Bamenda. Oui. Vous arrivez à Babadjo, on vous dit, messieurs, laissez les honneurs de Douala. Vous voulez arriver, oui, descendez. Vous voyez des gens qui se changent dans le bus. Regardez les images. Pour pousser un porteur, monsieur Michel Ngachou, un gros porteur. Qui pèse combien? Un gros porteur, il faut préciser. Vous avez des gens qui sont bien habillés. Regardez comment ils sont. Posez-vous les bonnes questions. Mais on est dans quelle république? C'est le Rwanda Fulkistan. Je voudrais également dire que la réalité n'est pas seulement dans cette localité-là, parce que on sait comment ça se passe à l'ouest du Cameroun aujourd'hui. Lorsque vous arrivez à l'ouest le samedi, le vendredi pour un enterrement, et que vous arrivez en saison pluvieuse, les mototaximens, alors là, vous comprenez que vous pouvez payer 10 000 francs de Douala pour, je ne sais pas trop, non, 2 500, 3 000 francs Douala Bafoussam, mais vous payerez 3 000 ou 4 000 francs pour aller 2 ou 3 petits kilomètres en moto. C'est assez compliqué, vraiment. Vivement que l'on tente de tout faire pour Vous savez qu'il y a des roues spéciales pour les motos dans cette localité. Oui, ils ont des roues spéciales. Ils changent les pneus pour avoir des pneus adaptés avec des crampons vraiment solides. Il y a ça. Il y a aussi que beaucoup de bensikina, quand vous arrivez, j'ai eu à voir ça plusieurs fois, ils enlèvent l'air. Dans la roue n'est plus gonflée à 100%, ils enlèvent de l'air pour laisser un vide. Pour qu'il y ait un peu de poids. Pour qu'il y ait un peu de poids, ça puisse patiner. Je ne vous compte pas en termes d'accidents. Et je crois que le ministre des Travaux publics devrait être comptable de cela. Les accidents, des gens qui perdent leurs jambes. Vous avez déjà vu quand une moto dérape, glisse sur l'axe, c'est monsieur Michel. Les images ont ça glisse, c'est le pied en bas. Vous n'êtes pas un acteur de film chinois ou un cascadeur pour pouvoir soulever monsieur Michel Ngachou. Tout le poids de la moto, ça fait sur vous. Et lorsque vous réussissez là, sur cette boue, à vous faire écraser, brûler par le tuyau d'échappement de la moto, il faudrait que ce soit une autre moto qui vienne encore vous sauver pour vous amener quelque part. C'est bien grave vraiment.
Charles Lamel nous donne son point de vue ce matin. Karine Santia, le deuxième sujet qui nous interpelle dans la revue des réseaux sociaux. On parle cette fois-ci du ministère de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, qui informe les voyageurs à destination du Cameroun qu'ils doivent se présenter à l'embarquement avec un test négatif de Covid-19 datant de moins 3 jours. Et sur Internet, ce qui se passe, c'est que les uns et les autres disent que les tests d'abord ne peuvent pas sortir le même jour, pas évident. Du coup, combien de temps peut durer un test avant de sortir? Et lorsqu'il sort, on se place à l'embarquement. Si vous êtes aux États-Unis, par exemple, ça peut faire 3 jours avant d'arriver au Cameroun. Comment est-ce que tout cela se passe? Est-ce que ce serait pas mieux, Dominique Audrey, de votre point de vue, que les tests se fassent sur place à l'arrivée au Cameroun? Il y en a? À l'embarquement. Est-ce qu'il y en a sur place? C'est la question. Mais je crois que, si je ne me trompe, le communiqué dit toutes les personnes qui veulent entrer au Cameroun. Ça veut dire que ce n'est pas du ressort du Cameroun. Si vous voulez entrer, vous devez nous présenter des tests que vous avez faits dans le pays dans lequel vous étiez avant de venir. Je crois que c'est une bonne chose. Mais maintenant, est-ce que ça engage des pays qui ont dit que les Camerounais ne pourront pas entrer chez eux? Le Schengen, l'espace Schengen. Ça les concerne? Pourquoi pas? Donc, parce on que la refuse France, que Les avions entrent ici. donc on refuse que vous alliez, mais vous acceptez qu'ils entrent chez vous. Maintenant, le ministre de la Santé vient de poser des conditions. Il faudrait que vous fassiez un texte qui a daté de moins de 3 jours avant l'embarquement, du moins l'embarquement. Sauf que vous oubliez une chose, c'est que on a eu ces dégâts, ce désagrément. Ça, c'est une hôtesse qui m'a remonté l'information de ces, permettez-moi l'expression, je parle en bantou, ne le prenez pas mal, de ces blancs qui voulaient arriver au Cameroun. Et au niveau de comment on appelle, de l'aéroport, on leur demande le test. Ils disent, mais c'est quelle histoire ça? C'est plutôt vous à qui on devrait demander, pas à nous, on est mieux contrôlés. Le test est allé jusqu'à dire que si nous on vous fait embarquer ici, on va nous prélever 60 000 francs. Oui, les caisses, c'est des salaires, oui, l'hôtesse qui l'a dit. Mais regardez jusqu'où la mentalité va. C'est-à-dire, c'est l'Africain qui va en France, qui doit avoir le test obligatoirement, mais celui qui vient au Cameroun, en Afrique, ne doit pas l'avoir. Voyez jusqu'où on va. Mais quand même, il y a des limites aussi à cette sortie du ministre, non, de la Santé, bon, Bengan. Toute chose a des limites, mais ça, c'est une bonne action. Oui. Ce que le docteur Manaouda Malachi a fait là, c'est très bien, c'est appréciable. C'est appréciable. Il faut pas. Ce sont ces gens qui sont. Mais ce n'est que le docteur Manaouda Malachi qui le fait, le gouvernement. En fait, c'est au nom du gouvernement. C'est au nom du gouvernement. C'est bien, il faut l'apprécier. Ce sont ces gens qui sont venus nous injecter le virus ici en mars dernier. Il faudrait bien qu'on les contrôle. Il y en a qui sont partis des États-Unis parce que les textes ayant dépassé les limites, comme dit Jean-Lamel, sont dans la zone internationale et on leur dit, vous ne partez pas. Maintenant, ils sont bloqués. Leurs bagages eux-mêmes sont bloqués, seront bloqués, ils ne vont pas voyager. Donc il faut le faire, il faut avoir de telles mesures. Et là, j'apprécie le gouvernement. Vous saluez justement l'action du ministre de la Santé du Cameroun. Merci à vous, Karine Santia. Un troisième sujet rapidement. Oui, justement, on parle de la Côte d'Ivoire avec Alassane Dramane Ouattara qui envisagerait une nouvelle candidature à la présidentielle après la mort brusque d'Amadou Gon Coulibaly. Amadou Gon Coulibaly est mort aujourd'hui et on nous laisse savoir à travers des publications, des sorties. Vous avez, lors de la préparation de l'émission, vous nous parlez bien sûr du Parisien qui avait également parlé. Non, Parisien, le journal français. Oui, le journal Le Parisien, oui, qui a fait une publication là-dessus et qui informait notamment que Ouattara serait en poule opposition, notamment pour briguer un 3e mandat. Bonne idée. Bon jeu, vient, ça veut dire qu'il ne respecte pas le serment. Il a dit qu'il va laisser au plus jeune. Pourquoi il vient, même si on peut, comment je vais dire ça, s'associer au peuple de Côte d'Ivoire pour les condoléances, mais il ne doit plus. Il a dit qu'il parte. Il n'y a plus de jeunes. Donc, comme Gon Coulibaly est décédé, il n'y a plus de jeunes au sein de son parti pour investir. Ça veut dire qu'en fait, il veut. Mais on a entendu justement les cadres du RHDP. J'ai dit, il faut qu'on dise non, qu'on lui dise, monsieur le président, on va parler il va monter les gens pour dire l'appel du peuple. Il y a des cadres du RHDP au courant de la semaine qui, lors d'un congrès, ont dit qu'ils pensent que le président, le candidat, Alassane Dramane Ouattara, peut encore se présenter comme candidat justement à la présidentielle. J'ai dit ça, c'est des montages. Même ici, il y a des candidats du peuple, non? Et c'est pour faire quoi?
Quand vous respectez un serment, vous avez un certain âge. Il a dit, je laisse aux plus jeunes. Qu'il laisse aux plus jeunes. Maintenant, si Bédier veut aller concurrencer les plus jeunes, c'est son problème. Que lui, Alassane Ouattara, reste avec cet honneur-là. Il a dit, je laisse aux plus jeunes. Maintenant, la nature a voulu que notre candidat est mort. D'accord, on le déplore, mais on cherche un autre de sa trame, le plus jeune que lui, Ouattara. Mais on dit, ah oui, mais je voulais laisser aux plus jeunes. Comme la mort est arrivée, il y a plus un jeune, il n'y a plus de jeunes, je reviens. Non, mais attendez. Alors on savait tous justement que M. Ngon Coulibaly était très malade. Est-ce que vous pensez, allons plus loin, est-ce qu'en portant le choix, il n'avait pas l'information comme quoi la maladie de l'autre, parce que vous savez qu'il avait accès au dossier, il avait accès au dossier et qu'on avait un temps qu'on lui avait donné peut-être 6-7 mois. Est-ce que vous pensez qu'il n'a pas joué sur ça, sachant que l'autre, en termes de probabilité de vie, devait être en jeu, monsieur Michel? Comment même d'ailleurs comprendre qu'on sache que Ngon Coulibaly a un problème de cœur et qu'on le laisse justement dans la machine de la gouvernance en Côte d'Ivoire. Même si les choix sont cyniques ou quoi, il a dit qu'il laisse aux plus jeunes. Attendons de voir si va laisser. Maintenant, Ngon Coulibaly n'est plus là, il y a les Bakayoko, il y a un multiple. Vous parlez de Bakayoko qui semble être le choix. Je n'en sais rien, mais que lui, le candidat déjà pour le moment. On commence d'abord par élimination, que lui, Ouattara, ne soit plus de la course. Merci beaucoup. Allez, on va retrouver à nouveau Consti Lamine. Rebonjour Consti. Alors bonjour chers téléspectateurs, une fois de plus, merci de m'accueillir sur ce somptueux plateau. Pour l'instant, l'espace commercial de cette émission avec le concept Salaka, votre concept de communication et de vente des articles de qualité à des prix vraiment dérisoires. Oui, je dis bien des articles de qualité à des prix vraiment dérisoires. La télévision, c'est également ça, informer, éduquer, mais également permettre à ces téléspectateurs de faire des achats tout en restant à la maison. Alors, la seconde vente de ce matin nous conduit directement toujours au magasin 1001 tapis avec le correcteur de posture. Oui, votre correcteur de posture est toujours en vente au magasin 1001 tapis. Nous restons toujours dans les solutions qui permettent d'éradiquer les douleurs. Tout à l'heure, on a parlé d'une languette contre la douleur de la plante des pieds. Vous aviez été nombreux, vous êtes nombreux encore à appeler le magasin 1001 tapis. Alors, à l'instant, je reviens avec le correcteur de posture que voici. C'est une véritable jaquette médicale. Regardez comment elle se présente. Là, c'est l'intérieur du correcteur de posture avec bien entendu des électrons tout au long, c'est-à-dire tout au milieu, bien sûr, de la jaquette. Et là, c'est le derrière de votre correcteur de posture. Cette jaquette médicale permet d'éliminer totalement les douleurs au niveau du dos. Le correcteur de posture permet également d'éliminer les douleurs au niveau des épaules, les douleurs au niveau du cou. Le correcteur de posture permet également de nous prévenir contre le mal de dos. Pour dire tout simplement, n'attendez pas à avoir mal au dos pour chercher la solution. C'est maintenant qu'on devrait prévenir le mal de dos. Comme dirait quelqu'un, prévenir vaut mieux que souffrir. À côté bien sûr de la prévention du mal de dos, le correcteur de posture permet également de faciliter la bonne circulation du sang. Il permet également, comme je l'ai si bien dit, de redresser votre dos, et je le conseille bel et bien à nos amis qui passent toute la journée, que ce soit derrière une machine à coudre, que ce soit derrière un volant, que ce soit derrière un bureau, tous ceux-là qui font des travaux durs, je vous conseille le correcteur de posture. Il n'y a pas que vous, donc chacun devrait porter le correcteur de posture. Alors, comment utiliser son correcteur de posture? On le porte 3 à 4 fois par jour pour des séances de 40 à 1 heure de temps. Ne pas dormir avec le correcteur de posture. C'est une jaquette médicale que vous retrouvez au magasin 1001 tapis. C'est à Douala au Cameroun, en face du palais d'Ika. Parlons des modalités de livraison. Ceux-là qui ont besoin de commander, que ce soit le correcteur de posture, que ce soit un autre article au magasin 1001 tapis, il vous suffira tout simplement d'appeler nos numéros de téléphone, de passer votre commande. Quelle que soit la ville dans laquelle vous êtes, quel que soit le pays, quel que soit le village, quel que soit le quartier, c'est l'occasion plus que jamais d'appeler le concept Salaka et de passer votre commande. À côté bien sûr du correcteur de posture qui coûte toujours le prix de 10 000 francs, votre correcteur de posta. 10,000 francs for correcteur de posta. À côté bien sûr du correcteur de posture, on parle également de plus en plus d'une pommade. Oui, oh là 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 là.
une pommade qui fait des merveilles au Cameroun, une pommade qui fait des merveilles dans le monde. C'est la pommade contre les hémorroïdes que voici, que j'ai encore l'honneur ce matin de présenter à nos nombreux téléspectateurs. Vous connaissez ceux qui en souffrent, vous souffrez des hémorroïdes, donc venez au magasin Mille un Tapis, c'est à Douala au Cameroun, et commandez votre pommade contre les hémorroïdes qui est en vente dans notre magasin tous les jours de lundi à samedi de 9h à 18h00. Et je ne saurais partir sans rappeler à tous nos téléspectateurs que le 15 juillet 2020, c'est une date à retenir. Donc j'invite tous les téléspectateurs de cette émission à être nombreux devant leur écran. Merci beaucoup. Allez, on va se dire rendez-vous, madame, messieurs, demain, lorsqu'il sera 10h sur les antennes Equinox Télévision. D'ici là, portez-vous bien et surtout restez sur nos antennes pour la suite des programmes. Charles Amel, Bonbon Bengan, Karine Santia, Dominique Audrey et moi-même, on vous retrouvera demain.